BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. BFM Business et Tech & Co présente émission spéciale Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, merci d'être fidèle à Tech & Co, la quotidienne. Sur BFM Business, vous savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h. Et nous sommes encore ce soir et pour la dernière fois à Las Vegas à l'occasion du CES. Ce cru 2026 que vous avez pu suivre tout au long de la semaine dernière et encore une fois cette semaine. On va clôturer ce CES avec ce Tech & Co exceptionnel. Dans un instant, le débrief de l'ActuTech avec des personnalités qui vont analyser ce CES et conclure un petit peu cette saison. Frédéric Simotel, Thomas Serval, Mathieu Soulet, Jean-Baptiste Quinf de VLC seront là. Et puis après, on vous fera découvrir quelques-uns des coups de cœur de Tech & Co, des startups qui sont intéressantes, comme par exemple Allergen Alert, un petit boîtier qui détecte les allergènes dans la nourriture et ça peut sauver des vies. On en parlera avec la créatrice de ce concept. On évoquera aussi la détection de glycémie non invasive grâce au CE Aleti. Et puis on découvrira aussi une brosse à dents qui pourrait à terme détecter des pathologies, des maladies en prévention en quelque sorte. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne depuis le CES de Las Vegas. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Et pour ce dernier débrief de ce CES 2026 ici à Las Vegas, écoutez, c'est un feu d'artifice de spécialistes que nous avons. Jean-Baptiste Quinf est là. Salut Jean-Baptiste. Salut. Comment vas-tu ? Moi je vais bien, et toi ? Bah écoute, formidable. Le CES de Las Vegas te réussit ? Toujours. C'est un peu fatigant, mais ça va. Jean-Baptiste Quinf, qui rappelons-le, est le co-créateur de VLC et tu es aussi le fondateur de Kyber. Tout à fait. Qui, en fait... Alors explique-nous ce que c'est. Kyber, c'est une solution de contrôle de machines à distance et qui est énormément utile pour contrôler des drones à distance, donc dans tous les secteurs défense, véhicules autonomes dont on en a vu partout, quand tu vois des Waymo, des Xoom, etc. D'ailleurs, on a un rover, on se balade avec un rover dans les allées du CES, téléguidé depuis la France. Voilà, donc c'est toutes ces solutions, ça peut servir pour faire du bureau à distance, mais aussi tout ça. Et on en parlera bientôt. Mais bien sûr, et tu viendras dans Tech & Co pour détailler tout ça. Thomas Serval est là. Salut Thomas. Salut François. PDG de Barracoda, un fidèle du CES. Est-ce qu'on peut 25e CES. Je crois qu'il nous bat tous là. Oui, largement. Thomas. Et bien, en tout cas, merci d'être là. Nous avons aussi Mathieu Soulet qui est là. Salut. Bonsoir. Mathieu. Mathieu qui est responsable du labo de KT Innovation. Tu vis à San Francisco. Tout à fait. Là aussi, le CES de Las Vegas est un rendez-vous incontournable que tu vis chaque année. Que 14e pour moi. Donc 14e quand même, voilà. Et puis Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus. C'est le 112e CES pour Frédéric Simotel. 112e, ça a commencé quand ? Moi, je remonte au Comdex, moi. Il y avait le Comdex avant ici. Comdex, Interop. C'était les grands salons de l'époque. Bah justement, tiens, parlons de ce CES. Parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question. Et on a des avis qui sont assez divergents. Bon CES, mauvais CES, CES de transition, CES mou. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses, cette édition 2026 ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais CES, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu... Il y a une recherche, quoi. C'est-à-dire que tu es en transition, je trouve ça un peu mou. Il y a pas mal d'endroits où il y a beaucoup de startups qui sont vraiment très très early. On sent qu'il y a de l'IA un peu partout, mais parfois ça sert vraiment à rien. Et on sent qu'il y a quelques grosses avancées qui arrivent en deep tech autour des robots, de plein de nouveaux capteurs, etc. Mais c'est pas encore des trucs où tu fais waouh. Et d'ailleurs, en se baladant un peu dans Eureka Park derrière nous, il n'y a pas eu beaucoup de startups où tu fais waouh, c'est incroyable. Il y en a évidemment plein qui sont très cool, mais par rapport notamment à ce que j'avais trouvé il y a 2 ans, je trouve que c'est un peu plus un peu le temps de la maturité peut-être pour les startups. Thomas, c'est un peu cyclique le CES. Alors, où est-ce que finalement on ne se rend pas compte et on fantasme tellement ce rendez-vous que chaque année on est un peu déçu parce qu'on attend l'innovation à qui n'arrive pas. Alors il y a la tendance et la saisonnalité. La tendance, c'est que le CES grandit avec la pénétration de l'électronique dans les produits. Ça a commencé dans les télés, puis après dans les ordinateurs, etc. Donc le CES continue de grandir et l'électronique et l'IA et tout ça continue à pénétrer tous les objets du quotidien. Et donc
la tendance, elle est quand même sur le fait que on retrouve au CES de plus en plus de métiers qui n'avaient pas leur place. Voir des voitures au CES, ça aurait été complètement fou il y a 15 ans. Personne n'imaginait, ou la santé, qui est maintenant un des domaines qui est important, était complètement illégitime dans le CES d'il y a 10 ans. Donc la tendance, elle est quand même croissante, mais on a une deuxième tendance qui est que les salons en tant que tels, depuis le Covid, le CES est revenu à un niveau presque équivalent à celui d'avant le Covid, mais c'est quand même changé. Pas tout à fait, d'ailleurs, Exactement. je crois, en termes de fréquentation. Ça a quand même changé. Et là, on peut considérer qu'aujourd'hui, si vous voulez qu'un produit soit connu, le CES était le must-have il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, Ouais. il y a beaucoup plus d'informations qu'on peut récupérer par les moyens digitaux. Et donc, en fait, il y a des problématiques d'arbitrage. Et c'est pour ça qu'il y a parfois moins de startups ou certaines qui décident de ne plus être là. Entre les très gros, type Apple, qui n'ont jamais voulu être là, ou celles qui veulent faire des événements spécifiques pour ne pas être noyés dans Dans la le flot folie. d'informations. Et donc, quelque part, c'est vrai que je pense qu'on est passé, on a passé le pic de ce que le CS a été en termes de centralité. Puis la troisième chose, c'est la déconsolidation. C'est-à-dire que le monde n'est plus global. Les meilleures startups chinoises ne vont pas au CES, elles restent en Chine. Elles ne sentent plus le besoin. Le marché américain est de plus en plus fermé pour les boîtes. Et quand pourtant, elles y il y a vont- une présence chinoise, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est impressionnante. Alors, elle est impressionnante et hybride. C'est-à-dire qu'il y a des Chinois, mais pas autant qu'il y en avait il y a 5 ans ou 10 ans. Il y a 10 ans, on avait les sociétés chinoises qui commençaient à avoir le savoir-faire pour Oui. vendre sur les marchés occidentaux, Oui. mais qui restaient les sous-traitants des grandes marques américaines. Oui, c'est Il y a vrai. 5 ans, elles commençaient, sous l'égide de Hong Kong, à faire du marketing et du design. Maintenant, le problématique, on en parle souvent sur ce plateau, c'est qu'ils nous ont dépassés. Oui, c'est Mais ça. ils ne montrent pas les produits les plus avancés qui nous ont dépassés, parce qu'ils considèrent que le marché américain est moins mature que le marché chinois. C'est hyper intéressant. Fred, toi tu connais bien le CES et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Thomas, les réseaux sociaux, les influenceurs, Internet a tout changé. Tu as connu l'avant et l'après. Avant, le CES était rapporté par les journalistes. Tu repartais avec des piles de dossiers de presse papier. Maintenant, c'est vrai que tu peux suivre un CES de n'importe où, finalement. Paris avec Alors, Tech & Co. ce qui change, c'est quand même les rencontres. Enfin, je ne vais pas dire grand chose de sensationnel, mais les rencontres humaines aussi. On voit quand même tous les startups qu'on a reçus là Oui, sur c'est le vrai. plateau Mmh. se disent que c'est quand même là où ils ont eu plein de contacts. On avait Neural Concept qui a signé avec un Coréen. Il a signé hier matin pour 50 000 licences de son middleware là, de pilotage d'objets connectés. Tu les connais bien parce qu'ils ont signé. Enfin, ils sont partenaire aussi de BeConnect de Barracuda. Et moi, je trouve que c'est ça. On sent qu'il y a quand même. Moi, je ne suis pas d'accord avec le côté salon mou. Je suis d'accord avec le côté en transition. C'est-à-dire pour moi, toute la partie robot humanoïde. Hein, j'étais impressionné, moi, de voir autant de robots. Alors, 55% des robots sont chinois, c'est des chiffres qui sont sortis. Mais j'ai été impressionné d'en voir autant là sur le Las Vegas Convention Center. Mais on est dans la partie évangélisation. On n'est vraiment pas encore dans la partie industrialisation. On voit bien, il y a des robots, on voit que le gars le télécommande plus ou moins, on voit qu'ils sont hyper lents, mais quand même, on voit qu'il y a le mouvement, ça y est parti. On voit donc toujours ce contact, et je trouvais qu'il y avait un enthousiasme quand même. Moi, tous les gens avec qui j'ai discuté, surtout des Américains ou des Français, ils sont assez enthousiastes avec tout ce qu'ils voient là, les rencontres qu'ils ont pu avoir. Les Français, là, quand on discute avec on a dû en voir, je sais pas, ici une vingtaine de Français qui sont passés là, tous hyper enthousiastes sur les contacts qu'ils ont eus, quoi. Et pas juste pour justifier leur billet d'avion. On est partenaire. Donc il y a toujours une efficacité du CES. Je pense qu'il y a toujours cette efficacité. Alors évidemment, D'accord. qui peut être aussi rattrapée par les réseaux sociaux. Mais voilà, on voit nous qui suivons ces technos, on les voit en vrai, là, on peut les toucher. Et je pense que c'est la même chose des gens qui peuvent toucher en vrai leurs clients, qui peuvent toucher en vrai leurs prospects ou leurs fournisseurs partenaires. Après, c'est un truc intéressant, Mathieu. Le CES a toujours été un show avec beaucoup de moyens. Les marques investissent des sommes phénoménales pour bomber du torse, montrer ce qu'elles savent faire. Ça a été le cas de Lenovo notamment cette année, qui a réservé la sphère avec un spectacle incroyable. Est-ce que tu es d'accord avec les points de vue de Fred, de JB ou de Thomas? Alors, je dirais sans faire de synthèse, il y a 3 CES pour moi historiquement. Il y a déjà des exposants, il y a plus de 4000 exposants, donc personne n'a le temps de faire tout le monde un par un. Le deuxième, c'est qu'il y a plus de 150 000 personnes. Alors on verra les chiffres exacts, 150 000, 180 000, il y a beaucoup de gens. Et troisièmement, en fait, il y a aussi 8 000 journalistes, donc c'est quand même un temps médiatique. Donc je dirais, il y a 3 CES pour les gens qui le vivent, on peut être dans les salons et les allées. Il y a
a beaucoup de business qui se font à côté. Il y a plus de 300 PDG du top 500 américain et mondiaux entre guillemets qui viennent ici. Donc on peut rencontrer Nvidia, Siemens, etc. Tout le monde est là. Donc il y a quand même beaucoup de business qui se font dans des salles de réunion qui ne se voient pas physiquement dessus. Et ça, les gens continuent à venir et reviennent presque comme le Covid, avant le Covid. Il y avait 200 000 personnes avant le Covid, pratiquement. On est revenu à 150 000, donc c'est un peu moins. Mais ça reste quand même un salon très attractif pour les Asiatiques, pour les Européens et pour les Américains, évidemment. Il faut quand même rappeler que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon à l'échelle d'une ville. Hein. Il y a 3 centres de conférences. Ah oui, bien sûr, c'est immense. Il y a des hôtels. Samsung, par exemple, n'est pas présent, mais ils ont une hospitality suite, quoi, voilà, un immense espace dans un hôtel pas loin d'ici. Il faut le rappeler ça aussi, hein, que c'est la ville entière qui est couverte par ce salon. Le CES Off, c'est très important d'expliquer ça. C'est un peu comme sur le marché des films à Cannes. L'essentiel maintenant du CES, en termes de volume d'affaires, etc., se passe dans les hôtels, à côté. En off. Par exemple, nous, on n'a pas de stand avec Kyber. On a une suite et on n'a fait que des meetings ensuite, avec que des démos ensuite. On est aussi présent avec VLC et on a une suite Google, parce que Google est assez peu présent sur le salon, mais il y a énormément dans le Wins, énormément d'hospitality suite, et on a une dizaine de démos avec Google. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et aussi, par exemple, là, on est très start-up, très Las Vegas Convention Center, mais par exemple, il y a une sorte de mini CES autour de la publicité dans le Vdara, le Cosmopolitan, l'Aria, que nous on voit pas trop. Le quantique, Donc énorme. il y a plein d'écosystèmes. Il y a plein d'écosystèmes autour du CES. D'accord. En fait, c'est considéré comme fait partie du CES. C'est-à-dire que ça va du Mandala Bay. T'as le quantique au Fontainebleau là. T'as beaucoup de quantique là-bas. Est-ce que la tech de demain se décide ici encore aujourd'hui ? Oui, parce qu'en fait, on oublie dans la tech que c'est d'abord une industrie lourde à sa base. Nvidia, les puces, c'est des cycles de 5 ans en fait. Les usines. Donc en fait, il y a des décisions majeures d'investissement ou des partenariats. Là, moi j'ai assisté à la keynote, c'était le patron de Siemens qui expliquait son partenariat avec Nvidia. Alors tout le monde explique son partenariat avec Nvidia, mais les mecs ils sont réunis il y a 2 ans, ils ont dit voilà, on va faire ça ensemble. Et le CES c'est l'endroit où on fait ces deals. Parce que tout le monde est là et donc ça fait vraiment des économies de billets d'avion. Mais il y a l'exemple de Samsung, c'est assez intéressant. Avant, pour Microsoft ou pour Google, pour lancer des trucs, c'était obligé d'être au CES. On se rappelle de Google vous lancer Home, qui avait redéguisé tout Las Vegas. Cet argent complètement fou, il n'est plus là. Il est reparti. Il est réinvesti dans la pub digitale, dans des événements développeurs beaucoup plus ciblés. Ils sont à San Francisco. Et donc c'est vrai que le truc réunit de plus en plus de métiers différents. Les grands sont toujours là, tout se passe, l'essentiel se passe en off. Et oui, la tech, juste après le CES, il y a un truc qui s'appelle la JP Morgan Conference, où on décide le futur de la santé. Le CES, on décide quand même le futur de la tech. Occidental. Ouais, ça reste un must. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur le show, mais tous les ans, on rencontre tout le monde. Il y a plein de VC, et là surtout, pas mal de startups françaises, j'en connais plein. La semaine prochaine, ils sont tous à San Francisco, ils vont tous faire leur roadshow, ils vont tous aller voir des investisseurs américains. Donc pour moi, ça reste, même si je trouve que c'est une année un peu étrange, je trouve que c'est quand même vraiment, et ça reste l'endroit où il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Et il n'y a pas d'équivalent. Pour le moment, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Thomas, tu parlais tout à l'heure de la présence chinoise. Il y a pas mal de symboles aussi au CES. Il y en a un qui est quand même assez frappant, de la montée en puissance de la Chine et de l'avancée technologique qu'ils ont, et surtout de l'écrasement qu'ils arrivent à avoir sur notamment une boîte américaine qui a coulé, c'est iRobot, qui était le leader de l'aspirateur robot et qui s'est fait laminer en fait par la concurrence chinoise. Et il y a 10 ans, la même chose est arrivée pour les drones avec DJI. Donc ça, c'est assez le phénomène qu'on a observé depuis 20 ans. Quand un produit aux États-Unis se passe bien, à un moment donné, il faut qu'il coûte pas cher, et donc la supply chain chinoise, comme on dit, se met à être le sous-traitant. Puis après, les sous-traitants, ils sont de moins en moins fidèles, et donc on voit arriver 2 ans après au CES plein de MeToo. Alors, on pensait que iRobot, ça serait pas possible. Pourquoi c'était pas possible pour iRobot ? C'est parce que on a beau avoir un bon balai-brosse, il faut avoir l'algorithme d'IA qui permet de mapper la maison, d'éviter les obstacles, etc. Et ce qui s'est passé en Chine, c'est une société qui s'appelle Tuya, est allée voir tous les fabricants chinois. Elle leur a dit, vous n'y connaissez rien à l'IA et vous n'y connaissez rien aux pays occidentaux. Laissez-moi mettre ma puce dans votre truc, je vais mettre des ingénieurs en IA et je vais aller vendre aux grands retailers américains, les Amazon, les Best Buy, etc. Et en 5 ans,
cette société a réussi à prendre la communication de la plupart des robots, à mapper et avoir énormément de data sur tous les pays européens et les pays américains, créer les algorithmes d'IA, les rétrofiter aux Chinois pour qu'ils puissent, aux fabricants chinois qui n'étaient que des fabricants de balais brosses et donc pas du tout des fabricants, pour concurrencer Aerobot. Et tout d'un coup, Aerobot s'est réveillé. Et c'était trop tard. C'était trop tard parce que la barrière à l'entrée qui pensait irremplaçable, qui venait hériter du militaire, des dizaines d'années d'expérience, elle a été disruptée par une sorte de chasse en meute de l'écosystème chinois. Et cette société chinoise, nous on fait le produit concurrent qui s'appelle BeConnect. On espère que les Européens et les Américains se rendront compte de l'importance de ça, qui se sont mis entre le hardware et le client pour faire l'expérience client et l'IA. Et ça va arriver, si on n'y fait pas gaffe, dans à peu près toutes les catégories de produits. Donc c'est même pas de la copie en fait finalement. C'est une initiative qu'une qu'une boîte a eue pour dire écoutez, on va comprendre comment fonctionne en fait l'IA dans les robots aspirateurs et on va créer notre propre algorithme. On va capturer de la donnée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui tu y as, comme tu le disais, dans toutes les marques d'aspi-robots. En fait, ils sous-traitent en fait la plupart des aspi-robots. Marque française, on est allé les voir avec la solution BeConnect. On leur a dit on a une solution équivalente à ce que fait Tuya. Et ils nous ont dit oui, le problème c'est que les algorithmes de Tuya sur les robots sont tellement bons qu'on va payer ça au coût marginal à 5 € par device et on ne va pas payer 1 million d'euros de R&D. Non, puisqu'il faut voir avec la puissance de ces Chinois, je pense à Dreamy. Dreamy, c'est une société d'aspirateurs. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils présentent ? Une voiture. Donc on se dit, ils sont capables de dire, tiens, finalement, avec un peu d'intelligence, une voiture, c'est pas trop compliqué à faire, mais avec l'intelligence, mettre des composants, alors après les batteries, etc. Et on voit, alors je sais pas si évidemment ils n'auront pas le succès d'un BYD, mais voilà, ils se disent c'est possible. Ouais, mais en fait c'est surtout parce qu'ils ont un vrai tissu industriel et une supply chain intégrale, c'est-à-dire qu'ils l'avaient vraiment sur toute la partie vraiment matériel vis, et maintenant c'est t'as les mêmes puces, t'as les algos, t'as plein de sociétés qui font des middleware, et donc t'as une vraie intégration de A à Z sur les produits électroniques, et ils le font bien. Et pas cher. Et c'est impressionnant parce qu'on les voit aussi dans les robots. Je sais pas si tu veux parler des robots maintenant, on en parlera après. Quand tu veux. Non, sur les robots humanoïdes, on voit ça, c'est impressionnant. Et moi, ce qui m'a surtout impressionné sur les robots humanoïdes, c'est les mains. C'est toute c'est le truc le plus difficile dans les robots. Il y a deux choses. Il y a celui qui joue au piano et tout ça. Les gens oublient, mais les deux choses les plus difficiles dans les robots, c'est tout ce qui est préhension. Alors c'est pour ça qu'il tu vois plein de petites startups qui te montrent juste des mains et que les gens font quel est l'intérêt. En fait, c'est l'endroit le plus difficile. Et le deuxième qui était globalement assez difficile pour les bipèdes, c'était justement d'être capable de se tenir correctement. Cette partie de se tenir droit maintenant, c'est à peu près réglé. Il y a plein de techno. C'est pas encore parfait, mais on y est presque. Mais sur la partie préhension, c'est très important. Même avec des caméras tient pas un verre comme on tient un œuf, par exemple. En fait, on se rend pas compte, mais notre pouce c'est quand même vachement important et c'est quand même vachement précis. Et là, ils ont même des caméras qui sont au niveau du poignet avec des capteurs, comme si la main voyait, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant de voir cette année la robotique. Il y a deux aspects. Il y a la partie industrielle du robot et aussi pour la maison. On a vu pas mal de démos sur la partie Northsol qui sont à la fois pour trier le linge, pour pouvoir faire le lavage évidemment, mais aussi saisir des objets. Et moi je dis souvent, il y a une quinzaine ou vingtaine de boîtes qui exposent. Même si la moitié des boîtes n'y arriveront pas, même s'il y en a 2 ou 3 qui font, le standard en fait arrive. Et là c'est la théorie de l'offre. L'offre en effet, elle va être affectée. Et il y a une vraie question aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ces robots vont pénétrer ou pas chez le particulier. Ça reste quand même des prix aujourd'hui en dizaines de milliers de dollars potentiellement dessus, mais ça arrive et ça va être live. Il y a eu des cycles sur les robots. Il faut voir qu'il y a 10-15 ans, les Japonais étaient les rois de ça et avaient beaucoup avancé. Google avait acheté... On a eu Aldébaran même en France. Et en fait, quand nous on était chez Google, Andy Rubin, qui avait arrêté de faire Android, avait pendant 3 ans acheté toutes les boîtes de robotique en disant il faut Google. Boston Dynamics, ils avaient acheté. Et en fait, on s'est rendu compte en tant que Google qu'on se heurtait à un vrai problème d'acceptabilité. C'est-à-dire que les gens ont peur de voir des humanoïdes, avaient peur, parce qu'il y a une génération nouvelle qui arrive, avaient peur de voir des humanoïdes. Et donc quand on regarde où sont les robots aujourd'hui, parce qu'il y a le hype et puis il y a la réalité. La robotique est une réalité impressionnante aujourd'hui. Il n'y a pas de Amazon sans les robots. Il n'y a pas de supply chain sans les robots. Ils sont maintenant partout. Et donc là, les robots, on va dire, non humains. La question qui reste encore ouverte, c'est l'acceptabilité des robots humanoïdes. Google avait renoncé à cause de Terminator, parce qu'on avait avec c'est vrai qu'il y avait cette image. Des gens et on a eu peur pour la marque. On s'est dit, on va être Skynet, quoi. Et donc l'acceptabilité,
on ne sait pas encore comment ça va être. On pense pour les personnes âgées, ça va être Ouais, accepté. mais je trouve que c'est intelligent de nous faire la démo parce que c'est des robots compagnons en fait, ces robots qui pilent le linge parce qu'ils sont hyper lents pour remplir le lave-vaisselle. Mais n'empêche que si on commence à avoir ces robots qui pour ces petites tâches comme ça, on leur met un peu d'intelligence et ça vient des robots compagnons, des robots de compagnons, de gens Alors, seuls, de personnes Plier âgées. le linge, c'est une bonne tâche, mais en fait, la vraie tâche, c'est faire la cuisine. Ouais. Parce que regarde comment tu fais la cuisine. Juste la façon de gérer une casserole, etc., ça a l'air très très bête, mais c'est quand même. Pour Fred, c'est simple, c'est un truc au micro-ondes. Ouais, alors Ça va, pour c'est tous les jouable, autres, mais, c'est un vrai Mais sujet. même si ça s'arrête là, c'est ton robot compagnon parce que qu'il fasse la cuisine, on va te le vendre comme ça, mais finalement tu vas commencer à discuter avec lui. Tiens, quel temps il fera? Tiens, je dois. Enfin, tu vois, tu auras une discussion avec. Et moi, je pense que c'est ça qui va être la Mais est-ce transition. qu'on fantasme pas un peu trop là-dessus, Non. franchement? Non, je pense pas. Non, clairement pas. Non, mais on n'est pas prêt, on est d'accord. Ah, on n'est pas prêt, mais dans 10 ans, tu as une boîte, je sais pas laquelle c'est, 3 ans, moi. qui va être le centre de ta maison, qui va avoir Ouais. ton centre robotique avec un robot humanoïde chez toi. Qui Dans fera 10 tout. ans, tu dis? Ah ouais, c'est évident, tout le monde aura ça. T'es d'accord, Thomas? En fait, je ne sais pas encore si on va être sur de multiples robots ou sur un multitâche. En fait, souvent maintenant, on voit bien ça avec l'IA. Faire des robots spécialisés, c'est devenu complètement réglé. Et donc, on peut avoir un ROI immédiat parce qu'on a une tâche, on sait combien ça coûte, etc. Ça sera partout dans les 3 prochaines années. Ouais. La généralisation, c'est un peu comme l'intelligence artificielle universelle, à une grande famille de tâches. Je pense que c'est encore très difficile de répondre à 2 questions. La première, c'est quel va être le degré de readiness de la technologie, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, qui vont se régler, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va vraiment régler les... On se rappelle, par exemple, sur la voix sur IP, il a fallu 10 ans entre la voix sur IP et Skype. C'est-à-dire le bon packaging qui plaît aux consommateurs. Ouais, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y quand même avoir des problèmes de souveraineté. C'est-à-dire que tu vas quand même mettre quelqu'un qui va être chez toi et qui va tout savoir de toi. Et on voit que dans certains pays, on l'avait vu, nous, qu'on avait déployé Google Maps en Allemagne, etc. Au-delà, ou avec les Google Glass, par exemple, qui va être la boîte et qui on va laisser être chez nous, regarder tout savoir. Ouais, mais déjà. Oui, mais ce que Non, mais excuse-moi, mais Alexa, on pour l'est tous ceux déjà. qui ont Alexa, Oui, ils ont. c'est rentré assez vite. t'as parce que déjà c'est- ça, on a hein, déjà, tu on t'as a déjà déjà, ton on a portable. déjà plein surtout, ça va être plein ton d'yeux et portable, plein ton d'oreilles à la centre. maison. ton compagnon, ton centre dans la maison qui va gérer toute ta maison, qui va être ton interface robotique, avec qui tu vas parler, qui va gérer plein de petites choses, quoi. Même si ce sera contrôlé d'autres petits robots. Et moi, j'y crois assez fort. Et cette boîte qui va faire ça, ça va être la. Mais juste pour rebondir, si on regarde en caricaturant Fnac Darty, regardez le nombre de catégories de produits nouvelles. Les aspirateurs robots, il y a 10 ans, on n'en faisait pas. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Donc je pense qu'en effet, l'acceptation, il y a une question de l'humanoïde en termes de forme, parce qu'il y a un côté irrationnel dessus. Par contre, l'acceptation d'un robot chez soi, on a des lave-vaisselle, on a des choses qui sont là, qui font partie du quotidien. Et c'était Non, mais est-ce que le fantasme du majordome humanoïde qui sera multitâche, qui pourra très bien t'apporter une bière quand tu es en train de... Enfin non, pas une bière, un coca, parce qu'on n'a pas le droit de parler d'alcool. Bière sans alcool. Une bière sans alcool, merci. La fête est plus folle en plus, Ouais. il paraît avec. Donc, non, mais vous apportez un truc à boire, vous faire vos tâches ménagères et vous faciliter la vie. Mais juste discuter avec tes autres Mais robots. oui, mais Juste faire le majordome de gestion, de vérifier que ton lave-vaisselle va bien, de monter ta robotique. Thomas En fait, il y a 2 questions. Il y a la solution technologique et la manière dont elle va s'incarner. Nous, ce qu'on a vu par exemple dans nos miroirs intelligents, c'est que si tu mets un miroir intelligent, au départ, les gens trouvent super ça sympa sur un salon, mais un truc qui te voit à poil tous les jours, ils ne trouvent pas ça sympa du tout. Et donc, non mais l'acceptabilité, elle est irrationnelle. Ouais. Donc, quelque part, le fait que la technologie, l'orchestration. Mais est-ce que tout c'est ça pas va un se problème parler, générationnel aussi, ça? Tu vois? je ne peux pas répondre parce qu'on ne sait pas. Et ça va être la confrontation entre des offres et des utilisateurs et des générations. Mais si je peux rebondir dessus, il y a quand même une boîte aux États-Unis qui s'appelle OneX qui est en train de précommander des robots aujourd'hui à $20 000 pour les particuliers. Donc on va avoir la réponse assez vite. c'est Neo, c'est ça le robot. Dessus, ouais, Ouais. exactement. Et ils vont être en précommande aux États-Unis. Donc on verra cette année les premiers crash tests, aux États-Unis en tout cas, de robots à la maison, certains téléopérés, donc c'est encore plus irrationnel dessus. Mais on va voir les premiers robots live qui ne sont pas de la R&D, qui seront pour le coup. Mais il faut que tu mettes ça dans Kuiper parce que finalement. Ah bah moi c'est génial. hein, Non, parce mais que, attends, mais en fait- imagine demain, tu arrives à téléopérer des robots Alors, dont l'IA n'arrive pas à régler une tâche. en fait, c'est même juste pour une question de sécurité, mais c'est gentil de faire mon pitch, c'est que
même si ton robot il fait 99% des Je te tâches, donnerai mon PayPal après. pas de problème. 99, il y a le cas où ça marche pas. Et donc même si c'est 1% du temps, tu as besoin d'avoir une téléopération. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que tu as besoin de télésurveillance et téléobservation parce que tu as vu les vidéos des robots qui partent en vrille en Chine. Tu veux pas ça parce que moi je pense que les premiers robots ça va être pour s'occuper de nos parents ou de vous dans 25 ans. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est hyper important. C'est qu'en Est-ce fait, que je peux t'insulter à l'antenne ou pas? non, c'est interdit. Non, c'est interdit. On parlera Ok. des C'est technologies. comme l'alcool. Mais en fait, on parlera des c'est hyper technologies de important. longévité. Tu verras C'est tout à hyper l'heure. important. On va avoir, il y a encore beaucoup de gens en 40 ans. situation de dépendance. On parle healthcare, c'est un vrai sujet. Avoir quelqu'un qui aide, mais tu as besoin de vérifier ce que fait le robot en temps réel. Et ça, en fait, tu le fais à distance. Donc, téléobserver. Pour ensuite dire ça va pas et pouvoir permettre le contrôle, c'est intéressant, surtout quand il y a beaucoup de robots. Moi, je me demande s'il n'y aura pas une petite étape de transition. Alors, comme tu dis, c'est très compliqué. On a des gens qui vont être à fond, d'autres pas du tout. Là. Parce que moi, je commence à y croire aux robots humanoïdes. Alors, j'étais plutôt contre en disant ouais, les Japonais, ça y est, c'est dans la culture. Nous, ça le sera jamais. Non, nous, ça va devenir. Mais je pense qu'il peut y avoir une étape de transition à travers les écrans. C'est-à-dire quand tu vas avoir un personnage qui peut apparaître sur l'écran, avec qui tu vas discuter. Alors, tu parlais des miroirs, je parle de télé. Ça peut être ça. Puis peu à peu, tu vas être familier avec travaillé un sur l'acceptabilité Siri, dans la et puis maison. après, tu auras ton robot chez toi. Donc, dans les règles de l'acceptabilité dans la maison, parce qu'on a fait une vingtaine d'inventions des objets intelligents dans la maison. Donc, il y a deux grandes leçons qu'on a tirées. Un, on appelle ça, alors c'est un peu sexy, ça s'appelle le WAF, c'est le Woman Acceptance Factor. L'homme ramène l'innovation, Oui. la femme l'accepte ou le rejette. C'est Et si elle 90% le des cas. rejette, c'est mort. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Et donc ça, c'est intéressant même en termes de marketing, de savoir comment tu vas positionner un objet pour qu'il soit accepté par toute la famille. Parce que une maison, c'est pas une personne. Et alors générationnellement, tu peux avoir 2 générations dans les pays européens ou 3 générations. La deuxième chose, c'est le cycle d'innovation. Dans une maison, les cycles sont très différents de l'électronique grand public classique. Vous avez 2, 7 et 30 ans. 2 ans, c'est les ampoules qu'il faut changer. 7 ans, c'est le déménagement et on refait l'électroménager. Et 30 ans, c'est l'infrastructure de la maison. Et la question qui va rester ouverte, et on l'a vu, par exemple, la voiture, c'était 7 ans. La voiture intelligente, elle était prête, mais il a fallu 7 ans pour que le Bluetooth rentre vraiment. Et donc, ça va arriver, oui, mais est-ce qu'on va être sur un cycle à 2, est-ce qu'on va être un cycle à 7 ou un cycle à 30 ? Et là, j'ai pas de réponse. J'espère qu'on est dans un cycle à 7 parce que les startups ne vont pas Parce que mourir. si c'est à 30, là je rejoins JB, on va être fatigué quand même. Voilà. C'est Mais ça, il faudrait que ça arrive avant. il faut voir qu'il y a des gens dans Même les toi, cycles tu à seras fatigué dans 30 Mais ans. oui, hein. attends, T'es pas immortel, JB. Ah non, mais attends, mais dans 30 ans, j'ai 70 ans. Hein, Oh donc, là là, quelle horreur. Non, mais c'est une vraie question. C'est qu'en fait, la Il question. plus vieux de la- que nous. Ouais, t'es plus vieux que nous. Bah, oui, mais Tu en vois fait, la question de la dépendance, c'est important. Et par exemple, il y a des robots qui sont intéressants. Et je pense que les robots humanoïdes pour tout ce qui est silver economy et healthcare, et c'est un vrai sujet C'est vrai. aux États-Unis. C'est un vrai sujet dans les pays occidentaux. C'est un vrai sujet au Japon. Alors que la population vieillit, Exactement. Donc, il veut rester le plus longtemps possible à la maison. On arrête là. On fait une petite pause. Et on revient juste après. Le débrief de l'ActuTech avec Jean-Baptiste Quinf. Nous avons Thomas Serval, Mathieu Soulet, Frédéric Simotel. Dans un instant, la suite. Merci d'être là depuis le CES de Las Vegas. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Le retour de Tech & Co, la quotidienne, en ce mardi soir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Sans doute à la radio, peut-être à la télé et sans doute aussi en replay ou en podcast. C'est notre dernier jour ici au CES de Las Vegas que nous vous faisons vivre en léger différé puisque ce salon s'est terminé vendredi dernier. Mais on avait tellement de choses à vous raconter qu'on est revenu avec plein d'émissions. Mais cette fois-ci, ce soir, c'est la dernière. Nous avons Jean-Baptiste Quinf, le co-créateur de VLC, le fondateur de Kyber qui est avec nous, Thomas Serval, le PDG de Barracoda, Mathieu Soulet, qui est responsable du labo de KT Innovation à San Francisco, et Frédéric Simotel, mon camarade, bien évidemment. Passionnant. Tiens, si vous avez raté la première partie, refaites-la en replay parce qu'on a parlé de robots, on a parlé des tendances de ce CES et de l'essence même, l'âme du CES. C'était très intéressant. Je vous propose maintenant, messieurs, de nous attaquer à un autre gros morceau. C'est les voitures autonomes qui circulent ici, mais sans discontinuer. Et notamment une boîte qui a fait un peu de buzz quand même, c'est Zoox.
avec ces voitures qui ressemblent à rien. Hein, on est d'accord, c'est pas très très beau. Un petit cube sur roue. Un petit cube sur roue. On les a testés avec Fred, on a beaucoup aimé, on en a parlé, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Peut-être Mathieu commencer là-dessus, parce que toi tu vis à San Francisco, on y était avec Léa il y a quelques temps de cela, et on a fait quelques petits tours en Waymo. Toi c'est le quotidien, mais on voit que on commence à avoir une multiplicité d'acteurs qui se lancent sur ce marché. La preuve peut-être d'une maturité de cette technologie, non? Oui, tout à fait. Alors, pour vous donner un chiffre, aux États-Unis, Waymo, qui est l'ancien Google Car, opère depuis 2018, 2022 de façon beaucoup plus accélérée commercialement. Et aujourd'hui, début 2026, on a plus de 3000 Waymo qui circulent aux États-Unis tous les jours. Et c'est 15 millions de trajets payants qui ont été faits en 2025. Donc, ça vous donne un peu l'échelle. Zoox, aujourd'hui, c'est à Las Vegas, en pilote. Il y a 7 endroits, donc on est au départ. Et Zoox a mis un peu de temps. Il devait lancer San Francisco en avril 2025. On est quelques mois après, c'est toujours pas fait. Par contre, ça se lance. Au niveau mondial, il y a Waymo aux États-Unis et Zoox. On a aussi Tesla. Le robot taxi s'est lancé à Austin et aux US et à San Francisco. Et on a 3 acteurs chinois qui ont chacun plus de 1000 voitures. Donc, pour vous donner un peu d'échelle, on a déjà presque 10 000 voitures dans le monde entier qui tournent tous les jours de façon sans chauffeur, autonome et qui sont payantes. Donc, on est déjà dans une démocratisation et une accélération. Waymo a annoncé une vingtaine de villes dans les 2 prochaines années. Excuse-moi, avec une fiabilité aussi qui est impressionnante. C'est-à-dire qu'on se retrouve à l'intérieur de robots. On parlait de robotique tout à l'heure, mais moi franchement, et je le dis souvent, c'est la première impression que j'ai, c'est d'être dans un robot et de confier ta vie à un robot finalement. Ouais. C'est la première fois en fait qu'on vit ça. En fait, surtout dans les Zoox, c'est beaucoup plus impressionnant que dans la Waymo. Oui. La Waymo, c'est une voiture qui a été avec un volant et avec un cockpit. Un volant, un cockpit et avec ouais. tu as l'impression que tu as juste un robot virtuel qui fait le conducteur. Dans le Zoox, tu n'as plus d'espace pour le robot. Tu es vraiment dans. Il n'y a pas de volant. Il y a pas de volant. Dans une multipla à 2 sens. Mais alors, totalement, ça me fait plaisir. Ça ressemble tellement à une multipla. Ça ressemble à une multipla sans le truc. Ce qui n'est pas forcément une qualité, on va dire. Non, mais et ce qui est rigolo, c'est que TGV. quand tu es dos à la route, dans le Zoox, c'est-à-dire que tu te mets pas dans le mode habituel, quand tu te mets dans le dos et en fait tu recules. Mais j'étais très troublé en fait. Ça c'est très troublant. Ouais. Et donc tu es dans le robot autonome. Et là, c'est pour ça que moi le Zoox m'impressionne plus que le Waymo. C'est que là tu te dis, ok, les voitures ça va changer. Plus la route. Et puis tu confies ta vie en fait. Tu confies ta vie à un algorithme, à toute une série de mécanismes. Je trouve que ça, c'est quand même assez... c'est nouveau quand même. Ouais, mais avant, tu confiais ta vie à un humain en face qui était un taxi ou quelqu'un sur la route qui le faisait mal. Humainement, si tu veux, il y a une acceptabilité qui est sûr qu'il y a un changement. C'est la même remarque que sur les robots humanoïdes. Il y a un vrai changement. Après, quand on prend des avions aujourd'hui, on sait que les avions sont quasi pilotés par... Ouais, mais tu as toujours un pilote dans l'avion. Tu as toujours un pilote. Là, tu n'as personne en fait. Mais ouais, tu dis, il y a un bug, ça pète un câble. Un processeur. C'est téléopéré. Si jamais il y a un problème, c'est pour. Si jamais il y a un problème, il y a Kyler qui est pas loin. Exactement, téléobservation, téléopération. Et c'est vraiment, je suis désolé, mais en tout cas, c'est génial. Ouais. Mais Zoox, pour moi, c'est pas une nouveauté de cette année. C'est pour ça que c'est un peu. Tout le monde en parle cette année. Et pour moi, on en a déjà parlé l'année dernière, on en a déjà vu avant. Non, mais en fait, il y a une accélération, si tu veux. Ouais. Non, mais c'est vrai, surtout qu'en fait, là, ils ont mis le paquet et tout le monde peut tester. Et derrière Zoox, on l'a pas dit. C'est Amazon. C'est Amazon quand même, Thomas. Donc, alors moi, j'ai vu Zoox quand c'était pas Amazon qui cramait des milliards pour cartographier. Il faut toujours se rappeler que c'est d'autres boîtes que Tesla qui sont en train de délivrer la vision que Tesla nous avait vendue il y a 10 ans et elles le font de mieux en mieux. Et là, on voit aussi que c'est Amazon, c'est Google, en Chine, c'est Huawei qui est derrière Xpeng. Et donc, en fait, c'est un marché de très, très gros... Enfin, c'est pas un marché de start-up, c'est pas du tout un marché de start-up. On appelle ça des start-up, mais les investissements, l'infrastructure. Donc, mature. Et ça, c'est important de s'en rendre compte en Europe, parce qu'on est exactement dans l'industrie lourde, même si elle a l'air d'être marrante et autres, avec des investissements colossaux qui ont un payback à 5, 10, 20 ans. Parce que effectivement, Zoox, moi je l'ai vu il y a 10 ans. Waymo, ça a commencé chez Google il y a 15 ans avec un transfert de technologie de la DARPA, parce que la première voiture autonome, elle devait traverser le désert du Mojave. Pour l'armée américaine. Oui, il y avait des concours, non? Oui, c'est ça. C'était trop cool ça. Il faut voir qu'on est dans une transformation majeure qui a été pilotée pour la voiture autonome par le gouvernement américain et de l'autre côté par le gouvernement chinois. Et là, tu te dis, j'habite en France.
C'est pas bon. Mais ça arrive près de chez vous. Il y a des tests qui vont être Ouais, au mais d'accord, mais Luxembourg, on en n'a aucun Allemagne, acteur, en on n'a aucun Angleterre. acteur européen ni français. Non, Enfin, ou alors je dis Merck- peut-être. il y a T'en as Merck- un au UK. T'as une boîte Mais- de logiciels en Grande-Bretagne. Mais on est vraiment. Et alors, il faut toujours 3 choses. Il faut la voiture, ça on savait les faire. Il faut la manière de Logiciel, conduire. Ça, on aurait pu le savoir le faire. Et puis après, il faut la cartographie. Et quand on regarde le temps qui a été passé, et pourquoi il n'y a pas des robots taxis partout, parce qu'il faut avoir une compréhension et de la data en temps réel de l'ensemble des routes qui est bien supérieure à même ce que tu peux. Mais en Europe, on obtenir. a TomTom. TomTom, enfin, On avait Nokia. Il y avait Nokia aussi. non, mais avec, on avait les on a de briques. la cartographie. Non, on avait les briques. On les a juste Ah, on pas avait, assemblées. tu veux dire qu'on ne l'a plus? Aujourd'hui, la cartographie de TomTom par rapport à la qualité de la cartographie qui est mise Ouais, en de temps Google réel, ou de- même par un Tesla. Enfin, une des manières de faire en sorte que ta carte soit à jour, c'est d'avoir des millions de gens qui l'utilisent. Ouais, au parce que quotidien. Exactement. Ouais. Et donc, le problème des cartes, c'est qu'elles varient en temps réel. Quand un satellite prend une photo de toi, si tu l'imprimes et qu'il faut 6 mois pour la traiter, Ouais. il peut y avoir une route, il peut y avoir un accident. Et donc, la voiture, elle ne sait pas se débrouiller si elle comprend tout, elle voit pas tout ça. Ouais, passionnant tout ça. Oui, hein. moi, les 2 choses qui m'ont surpris, c'est la première chose, c'est la fluidité dans ces voitures-là. C'est vraiment, elle s'insère déjà, la fluidité, comment elle s'insère dans la circulation urbaine. L'assertivité même. L'accélération. Et on a eu un moment, on a eu une personne qui a voulu traverser, qui s'est repris la voiture, hop, elle a donné un petit coup de frein et elle l'a évité, vraiment formidable. Et la deuxième chose, on a beaucoup parlé avec les chauffeurs de taxi. On dit, vous savez, on a testé le Zouk, c'est bien. Et alors, ce qui est fou, c'est que tous se disent, bah oui, c'est le. Et là, on voit ce qui est dans l'ADN américain. Alors, c'est pas la même situation. En France, on a il y a des corporations très fortes. Ici, voilà, c'est souvent des gens issus de l'immigration qui conduisent ces voitures. Donc, il y a moins ces Mais grands c'est très syndicats et tout intéressant ça. sur San Mais par Francisco. contre, quand on parle avec eux, ils disent, bah oui, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on est Oui, il y a dans un un certain monde hybride. fatalisme, en fait. Mais si et- tu regardes et sur ces c'est- 10 ils dernières disent, années à San c'est la Francisco. tech, quoi. Ils disent, bah Sur oui, ces c'est 10 la tech. dernières années à San Francisco, d'abord, quand Uber est arrivé, les sociétés de taxi ont fait faillite. Et maintenant, Uber a pris le marché, enfin Uber et Ouais. Lyft, etc. Ouais. Et maintenant, les gens préfèrent Waymo à Uber. Ils trouvent ça plus safe. Ouais. C'est ça qui. Uber qui a annoncé une voiture autonome. Ouais. Uber un a robot taxi essayé autonome. de voler cette technologie à Carnegie Mellon. Ça s'est mal passé. Et donc, ils ont abandonné quand Travis. En 2020, oui. Voilà, Ouais. ils ont abandonné. Ils avaient de grosses ambitions. Mais Uber, parce que là-dessus, hein. les investissements et la résilience qu'il fallait dans une boîte qui gagnait pas encore de l'argent fait que, je rappelle, ça reste quasiment un changement sociétal. Il faut que ça soit tout un continent qui Ouais, bien se sûr. mette à faire ça. Et puis Uber- le Uber rôle va de y mettre- Nvidia. Hein. Dans 10 ans, un Uber, c'est un véhicule autonome, on est d'accord. Uber va être obligé. Après, là, ça sera probablement de la licence Waymo ou Après, ou je Zoox, lisais une interview du patron d'Uber qui disait OK, mais il faut voir combien ça coûte en fait. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule mais- autonome, ça coûte cher. Il faut Ouais. beaucoup de capteurs, Après, il faut beaucoup d'intelligence artificielle. Et en fait, lui, bêtement, froidement, il se dit est-ce que ça me coûte pas moins cher d'avoir encore Bien un sûr. chauffeur humain Alors- finalement, que je rémunère quelques dollars, tu vois. C'est ça le truc. les deux critères, c'est la rémunération du chauffeur et c'est aussi l'assurance. C'est une voiture qui a 10 fois moins d'accidents. Donc du coup, pour un Uber, etc. Et aujourd'hui, même Waymo, il ne faut pas oublier, sur 2 villes américaines, Waymo est déployé avec Uber en partenariat. On peut le commander Ouais. que par Uber. Et d'ailleurs, un Waymo est plus cher qu'un Uber la plupart du Alors temps ça à San dépend, Francisco. ça dépend non à San Francisco, des fois c'est le même prix, des fois c'est plus cher. Mais par contre, je reviens sur ce que disait Thomas, c'est un aspect plus premium. Il y a 2 choses. On revient au Woman Effect. Pour une femme notamment, prendre un chauffeur Waymo, il n'y a pas d'incertitude quand on rentre dedans. C'est une voiture qui est quand même une Jaguar, donc c'est une voiture de luxe, objectivement dessus, qui est très propre, etc. Donc il y a un niveau d'acceptation dessus, donc les gens sont prêts à payer un peu plus cher parce qu'il y a Oui, le côté voilà. moins aléatoire. Oui, c'est du premium. D'ailleurs, l'annonce d'Uber avec Nuro et Lucid, Oui. c'est plutôt de luxe, hein, parce que ce qu'ils ont présenté, c'est vraiment une plateforme de luxe. Mais oui, et n'oublions pas du Nvidia Drive qui tourne dans le Uber, parce que ça aussi, c'était l'un des moments forts aussi de la présentation de Ouais. Jensen Huang, qui a fait sa grande conférence d'ouverture. Il a présenté toutes ces plateformes, etc. Et il a beaucoup parlé de ce partenariat avec Mercedes et de la plateforme Nvidia Drive. Hein. Moment coup de gueule, c'est bien beau. Nous, alors, on constate tout ça, on s'émerveille. Mais en Europe, il n'y a rien. Déjà, on parle beaucoup des États-Unis, mais parce qu'on ne vit pas en Chine. Non, mais mais en Chine, bien sûr. ce qu'on décrit, moi j'étais plus impressionné par les voitures autonomes chinoises parce que la cartographie, la data est plus facile à Ok. récupérer. Et donc aujourd'hui, pour avoir fait du Xpeng autonome, même par rapport à du Nvidia, l'endroit où j'étais le plus bluffé, c'était vraiment les voitures autonomes chinoises.
Et on parle de la déferlante parce qu'ils ont ils ont toute la compétence. Hein. Ouais, mais alors nous, on est cuit en Europe ou pas? Alors aujourd'hui, sur l'autonome, le paradoxe, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que Mercedes et les acteurs européens, les Renault, etc., ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir la mise à disposition, les expérimentations, parce qu'ils étaient en retard, et donc ils ont essayé de ralentir le développement de la voiture autonome en Europe. Le lobbying Mais quelle de Mercedes, intelligence! Mais c'est tellement pertinent. Stellantis a arrêté ses développements de niveau 3. Non mais il faut voir le lobbying qui a eu lieu pour éviter que en Europe on soit un lieu d'expérimentation. Alors il y a des raisons de safety. La problématique qu'on avait il y a 10 ans quand Mais on où elles discutait, sont les raisons de safety? C'est quoi? c'est qu'en fait la manière dont tu apprécies la sécurité d'un véhicule, comme un assureur, c'est le nombre de morts par million de kilomètres parcourus. Ouais. Et donc quelque part, il était inacceptable ou très compliqué pour un régulateur, notamment européen qui a peur de tout et qui est consensuel, de dire le seuil d'acceptation, c'est un mort par million de, un humain, c'est un mort par million de kilomètres parcourus. Aujourd'hui, on est à un mort par 7 millions de kilomètres parcourus pour les voitures autonomes. Peut-être que ça. Mais alors, ça va. Ben là, Mais- la main c'est dite. Soit un homme politique accepte qu'une personne sur un million meurt. On a du mal à accepter ce raisonnement. Ouais, mais Oui, ça- mais, enfin, mais tu réduis le taux de mortalité en voiture, Non, mais- puisque c'est plus des humains qui conduisent. ouais, mais si je peux rebondir de façon politique, on l'a vu à San Francisco, le maire de San Francisco qui a changé il y a un an a fait son lobby pour que l'aéroport de San Francisco l'autorise. Oui. Et là, depuis quelques mois, c'est pas encore fait, mais c'est en train de changer. Donc il y a une question de volonté politique, question de risque, opportunité. San Francisco, qui va être incarner la ville du futur de l'IA, symboliquement a déjà Waymo et veut que l'aéroport de San Francisco l'ait. Et on peut prendre les paris entre nous. Dans quelques mois, ça sera disponible. Non, mais ce Donc que il y a je une veux- vraie question de volonté politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas d'acteurs européens au niveau. La réglementation, on n'est pas prêt. En fait, je veux dire, il y a Ouais, mais aucune la initiative. réglementation, elle sera là quand on aura un acteur. Et Ouais, pour mais- le moment, il n'y a rien qui. Enfin, moi, je ne vois rien. Mais dans 30 ans, quand on n'aura pas d'acteur, la réglementation Non, n'avancera là, pas. les dictons. Ah non, mais c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est réglé. Hein. Soit on a trouvé quelque chose, soit on est Non, mais overload. Tesla Ah, va regarde ce sortir. qui se passe ici, regarde ce qui se passe en Chine. Encore une fois, Je veux dire, il n'y a, les- même pas d'expérimentation menée dans une Si, ville si, européenne. Si. Mais où Mais par Tesla et les appareils. Ouais, mais Non, Tesla joue des coudes justement, pousse des trucs pour Parce que essayer de les faire bouger Européens la sont tellement réglementation. fragiles qu'ils ont abandonné, la plupart, les Stellantis, les Renault, etc. Encore une fois, Ouais, mais on est d'accord que c'est pas la bonne solution. ouais. Ça me fait penser à l'industrie de la musique quand l'internet est arrivé, le MP3 est arrivé. Ils ont tout fait pour mettre des DRM, pour empêcher Ouais. l'innovation justement, pour essayer de garder Bah, le business. Fran- Mais, ouais. mais c'est pas la bonne solution. On le sait, on Historiquement, l'a vu. ralentir l'innovation, ça marche pas. Hein. Mais Ça, non, de mais- toute façon, mais- non, mais Juste c'est clair, pour c'est reprendre clair. des faits, hein, Waymo ça va être testé à Londres. Au Luxembourg, il y a un Pony AI qui va tester. Et en Allemagne, il y a Uber qui a annoncé ça avec Momenta, qui est une boîte du portefeuille de Cathay dessus. Donc il y a déjà Et en 3 ou France, 4 acteurs en minimum. France, Mathieu En France, il y a eu des tests avec Vinci. Il y a quelques acteurs chinois et aussi avec Renault, Roland Garros, etc. Ouais, Il y a eu super. quelques tests qui ont été faits avec RATP aussi. Donc Et ça, Roland Garros, ouais. Et Ça va, une Stellantis, fois par an et pour, Stellantis en 6 mois, au mois d'août, ils annoncent qu'ils arrêtent le développement de leur système autodrive niveau Ouais, 3. ouais. Et qu'est-ce qu'ils font en décembre? Ils signent avec iDrive pour repartir sur le niveau 4. Mais si c'est on- pas, si c'est on pas de veut l'interne. regarder la problématique, c'est l'organisation de la chaîne de valeur. En fait, les constructeurs européens étaient, contrairement à Tesla qui s'était complètement réintégré, avaient fabriqué les voitures. Derrière, il y avait les assembliers, puis après, il y avait les secours. Et donc, en fait, quand tu as une disruption majeure, il faut que tu réunisses, c'est ce qu'on a fait chez Google, tu réunisses toutes les compétences pour que tout le monde se parle. Là, il faut que le donneur d'ordre demande à son sous-traitant. Donc la question c'était, est-ce que c'était à Valeo de le faire? Est-ce que c'était à... Et donc en fait, on n'a pas résolu ce problème parce qu'il n'y a pas eu de pilotage industriel complet du bout en bout, du politique jusqu'à l'industriel. Ça n'a pas été piloté. Et donc ça, on paye les conséquences de ça. Et donc aujourd'hui, il y a deux options. Il y a l'option qui avait été celle de Google qui a dit, on ne fait pas de voiture, on fait un OS de voiture. C'est ce que Apple a essayé de faire. Il y a Un eu- Android de l'auto, quoi. Exactement. Ouais. Les constructeurs automobiles ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ça n'arrive pas. Mais maintenant, ils n'ont plus le choix. On voit bien que maintenant, c'est Apple, etc. Et il y a la version intégrée, on fournit la voiture. Ce qui est en train de gagner, a priori, c'est quand même de séparer la couche operating system. C'est ce que essaie de jouer Nvidia. Et donc, quelque part, il faut imaginer que demain, Nvidia sera le premier équipementier automobile de l'Europe. Et que va devenir Valeo alors? Il fera des sièges. Ouais, non, mais bon, enfin, tout ça, je trouve ça assez triste quand même. Non, non, mais Ah Valeo, non, il y a plein surtout ce qui est d'innovations. Enfin, je veux dire, alors, Ce qui est- je vais te c'est dire, peut-être le décalage horaire c'est la qui me vision. rend un peu, Non, mais qui me donne le blues. Je vais te le dire. Mais c'est. Ce qui est très triste, c'est pas pour les Français. C'est parce que quand même les Allemands, quand même, c'est quand même leur industrie. Et là, ils sont pas là, quoi.
C'est-à-dire que Mercedes, ils font un partenariat, BMW, ils font des partenariats, ils n'ont pas les puces, ils n'ont pas le soft. Donc et pourtant, ils ont des investissements monstrueux, quoi. Mais de toute façon, on est, juste un instant, on est dans le. On voit l'ADN de l'Europe. L'ADN de l'Europe, c'est pas la tech. Ça reste l'industrie, c'est tout ça. Alors qu'aux États-Unis, les gens ils réfléchissent tout intégré. Nous, c'est encore la tech, c'est une couche supplémentaire. Alors ça devrait être totalement intégré. Ouais, encore une fois, Valeo, ils font quand même quelques capteurs pour les Waymo, etc. Bien donc sûr, c'est pas oui. complètement fini. On a reçu Par d'ailleurs contre, le patron de Valeo dans Tech Co, c'était il y a quelques jours, qui nous expliquait justement qu'il poussait encore le véhicule autonome. Mais on a la chance d'avoir un acteur comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand il faut faire des vraies innovations majeures, il faut avoir une intégration verticale. Bien sûr. Et ça, je dois avouer que Tesla, SpaceX et des choses comme ça, ils arrivent et ils y vont à fond avec une vraie vision et ils tirent toute la chaîne sans avoir. À un moment, on avait quand même Renault nous expliquait qu'ils étaient designers d'automobiles et qu'ils faisaient quasiment plus les automobiles. Alors ils s'en sont revenus, mais tu te rends compte que. Et je te dis, c'est ça, ils n'ont pas cette couche tech. Ils ont. Ouais, et ça revient à une question de capital. Hein. Aux États-Unis, c'est beaucoup le secteur privé, Tesla, SpaceX, etc. dessus. Et il y a quand même le gouvernement américain, on revenait sur la DARPA qui était derrière. Et en Chine, c'est un modèle différent. En Europe, malheureusement, on n'a plus assez d'acteurs et de capacités de financement. On parle quand même de dizaines de milliards avec un payback sur 5, 10 ans, 15 ans. Le semi-conducteur, c'est pareil, c'est des centaines de milliards. Donc il y a une question d'échelle et de nombre de zéros qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. Pour illustrer, en fait, on passe de Valeo ou des gens comme ça qui étaient des fournisseurs de premier rang vont devenir des fournisseurs de capteurs donc de deuxième rang. Ils vont fournir la data aux algorithmes et aux cerveaux qui seront contrôlés par des Chinois ou des Américains. Tiens, puisqu'on parle de processeurs, on enchaîne avec toi, Mathieu. Tu as assisté à la keynote d'AMD. Oui. AMD qui est, on va dire, un géant du processeur. Bien sûr, ouais. Et tu voulais nous en parler. Tout à fait. Alors AMD, c'est un des challengers d'NVIDIA, parce que NVIDIA est rentré dessus. AMD, c'est quand même un des géants et historiquement concurrents d'Intel sur les processeurs pour les PC, etc., les serveurs. Ça a toujours été un peu l'outsider du processeur face à Intel. Ouais, mais comme NVIDIA à l'époque avec NVIDIA sur les cartes graphiques, gros concurrent d'NVIDIA sur les cartes graphiques. NVIDIA est maintenant plus connu dans la presse, mais AMD est quand même pas si mauvais. Aujourd'hui, deux choses qu'ils ont annoncées. Donc énormément de partenariats. Sachez qu'ils ont quand même un partenariat assez structurant avec OpenAI. OpenAI va utiliser leur puce dans le futur et OpenAI va prendre des options de prendre une partie des parts en fait AMD, donc c'est des accords croisés. Deux choses qu'ils ont annoncées. D'ici 2030, ils disaient aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs d'AI en général, consumer, ChatGPT. Ils annoncent 5 milliards d'utilisateurs 2030, ça va très très vite. Et la puissance informatique, moi ce qui m'a le plus bluffé, ils disaient 2022, on va faire entre 2022 et 2030 fois 100 000 en termes de capacité informatique mondiale. Donc ils disaient on n'est que à fois 1000 en 2025. On a la même saut qui va être fait d'ici 5 ans. Donc vous voyez les montants d'investissement, etc. Alors après, c'est un peu autoréalisateur. Aujourd'hui, on est quand même au cœur de la bulle et on a probablement atteint le pic aussi pour Nvidia qui est arrivé au sommet de sa puissance. Ce qui était impressionnant au CES, c'est Jensen Simon, il était le co-présentateur de tout le monde. Il était, tout le monde a signé un partenariat. Lenovo, Siemens. Il était partout. Ça, c'est vraiment un des takeaways. Il était partout, mais alors partout. Mais là, il est en haut de la crête, là. On est d'accord. On va être plus haut de la crête. Maintenant, une des questions, c'est quelle va être la volonté de Google d'ouvrir sa technologie des TPU au-delà des autres hyperscalers non, ils le font avec Meta, ils sont d'accord avec. Ils le font déjà avec Meta. T'es pas d'accord ? Bah dis-le avec le micro parce qu'on non, je pense pas. Ils vont aller voir une ou deux grosses sociétés américaines comme Meta, mais ils vont pas l'ouvrir plus parce qu'en fait, c'est une de leurs vraies valeurs, c'est que justement Google qui est à l'origine de Transformer, qui rate la vague de l'IA, est arrivé sur les dernières années et demie et a vraiment plié le game en ayant intégré du processeur au produit et l'intégration de l'IA dans le produit. Et OpenAI, ils sont en très mauvaise posture à cause de Google. Donc là, c'est un truc très ouvert et très intéressant pour eux. Ils sont alignés sur l'IA avec Meta, donc ils vont le faire, mais pour moi, ils vont pas l'ouvrir plus que ça. Je suis pas d'accord. Je pense que on verra bien. Non, mais je pense que d'abord, je pense que c'est pas décidé, mais je pense que le gouvernement américain va forcer à ce que ça arrive parce que toutes les manières. La DARPA et tous ces gens-là ne peuvent pas accepter une dépendance unique à des acteurs comme Nvidia qui sont plus gros qu'eux. Et donc je pense que ça ne va pas être une décision business, ça va être une décision pilotée
Parce qu'on ne peut pas être mono. Donc, ce sera AMD. Soit, mais Oublions les pas Américains juste que peuvent pas cette laisser- année, le gouvernement américain est rentré dans le capital d'Intel Ouais. et Nvidia aussi, avec la bénédiction du gouvernement américain. Donc c'est un acteur qui est quand même assez particulier Ouais. et qui est pro-américain avant tout. Et puis n'oublions pas, je citais tout à l'heure Jensen Huang qui a présenté ce partenariat Nvidia-Mercedes. Là, Uber, c'est Nvidia Lucid avec Uber. Et je pense que Nvidia est en train aussi de prendre ce virage vers l'industrie. Hein. Oui, on va le retrouver dans des labos de recherche, Mais pour avoir de discuté- pharma et tout ça. Donc ils ont aussi cette débouchée. Je te donne le retour de moi quand j'étais chez Google. Quand j'étais chez Google, on disait non, mais on va jamais passer notre technologie aux annonceurs, etc. Sauf qu'en fait, quand le deal que tu as avec LVMH, ou un Renault, un Peugeot, même en termes d'advertising, et que le mec il te dit moi j'ai envie de travailler avec toi, je veux dépenser en publicité plusieurs milliards. Et ben en fait maintenant mes équipes avec qui on avait dit jamais ça n'arrivera, jamais on partagera nos algorithmes d'IA, et ben maintenant ils ont à la demande des grands clients de Google. Et on voit que Google est tellement important maintenant dans la publicité, ouvert des centres de recherche, des centres de recherche. Et donc je pense que ça sera probablement même sous la dynamique des clients que Google va être obligé, ou en tout cas va voir l'opportunité d'ouvrir au moins une partie de sa techno à ses clients stratégiques. Parce que de toutes les manières, ces boîtes-là sont devenues tellement grosses qu'elles ont besoin pour grossir d'aller ouvrir des nouveaux marchés. Le marché de la pub, c'est 10-20% Google, donc il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et donc le marché de la puce, à mon avis, ça peut être un des rares marchés qui est suffisamment gros pour que Google se dise eh ben maintenant je vais y aller peut-être d'une manière séparée. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? T'es venu avec ta brosse à dents. Alors je me suis dit que peut-être que tu voulais avoir les dents propres avant de passer dans Tech & Co. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit que tu fabriquais des brosses à dents. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Tout ça pour enchaîner peut-être sur la santé, parce que c'est un gros morceau quand même Énorme. de ce CES. Jean-Baptiste, Moi, quelle est la tendance pour toi? Alors moi, c'est toujours un truc que je comprends très très mal, le healthcare. C'est un domaine que je comprends jamais. Et à chaque fois, chaque année, je trouve des trucs géniaux. Alors peut-être que c'est pas assez avancé, mais l'année dernière, j'avais trouvé pas mal de capteurs, des capteurs où tu peux de salive, des détections finalement dans tes toilettes, des montres. Là, il y a des boîtes assez rigolotes. Là, il y a énormément de médecins. Je suis assez impressionné. Sur le floor, il y a énormément de médecins, de chirurgiens. Il y a plusieurs boîtes assez cool françaises. Il y a Avatar Medical que j'ai vu. Il y a Clear Surgery qui sont d'ailleurs vraiment bien mis en avant. Mais il y en a beaucoup. Alors, Et avec en figure de pro Withings, bien sûr. avec Withings, mais bon, pour moi, c'est Withings. Tu vois, on connaît quoi. Là, il y a quand même plein de startups, Ça bouge. plein de choses, des analyseurs d'eau, des analyseurs d'urine, des analyseurs de peau, de molécules de peau. des choses d'hygiène féminine assez avancées, vraiment que je ne m'attendais pas à voir. Et ça, c'est très très intéressant d'en voir partout. Et c'est dans des objets du quotidien. Et ça, c'est hyper important parce que c'est de l'IA qui est trop long, pas vraiment de l'IA, mais des algos statistiques qui arrivent dans ta maison pour tout le monde, pour ta santé. Avec un objectif, Mathieu, c'est de vivre plus longtemps. Oui, C'est ça tout à fait. l'objectif de toutes ces boîtes américaines. Tout à fait, donc ça fait une dizaine d'années qu'on voit les Fitbit, les Withings, etc. émerger. Donc la donnée maintenant est devenue accessible et on commence, et c'est là que c'est intéressant d'avoir de l'intelligence dessus, on commence à prendre des décisions là-dessus. Et l'objectif notamment aux États-Unis, c'est que vous savez, le coût de la santé notamment, ça a un coût, mais aussi les gens souhaitent vivre non seulement plus longtemps, mais en meilleure santé. Et du coup, beaucoup plus de prévention. Qui dit prévention dit on doit comprendre ce qui se passe quand on mange, quand on fait du sport, etc. Quel est l'impact sur sa santé. Et là, on voit les objets existent, les questions, c'est un peu la méta-interface, le Apple Health. On avait hier OpenAI qui annonçait la partie ChatGPT pour la santé. Donc on a vraiment la partie logicielle qui commence à intégrer. Les données sont collectées, les objets existent maintenant. C'est comment on fait l'intelligence pour le particulier. Thomas, Donc, le vrai nom de Barracoda, c'est Barracoda Daily Health Tech. Donc voilà, nous, on c'est fait ça ton depuis métier, 10 ans. toi. Hein. Donc ce qu'on observe, c'est que Rapidement, s'il te plaît. ouais, il y a énormément de mortalité. Pourquoi? Parce qu'il y a très très peu de sociétés qui, au-delà de l'innovation, vont de l'innovation à la science, à la preuve clinique. Et donc en fait, on se rend compte que d'un côté, il y a les grands type Oura qui font du marketing autour du bien-être, et ça c'est une tendance longue. Il y a le vieillissement qui est une tendance longue, qui est elle rentable, etc. Mais la plupart des startups de ce domaine ont un taux de mortalité hallucinant. C'est pas une question d'innovation, c'est pas une question de data, c'est une question de business model et de financement et des cycles de développement. Et donc il y a plein d'innovations, mais c'est un peu le côté. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a à peu près comme tous les ans. Il y en a très peu qui reviennent d'une année sur l'autre. C'est assez intéressant. Et par contre, il y a de plus en plus de visiteurs médicaux, parce que le CES en a fait un axe stratégique de développement, et les produits présentés sont de plus en plus sérieux, mais quand même
pas encore au medical grade dans la plupart des cas, au-delà de la promesse, longévité, etc. Donc moi je trouve que la tendance est stable, pas accélérée. Mais par contre, on n'arrive quand même pas à avoir les assureurs qui sont les payeurs aujourd'hui jouent pas vraiment au jeu, pas beaucoup. Et le CES n'a pas encore réussi à devenir le centre de référence pour la santé, puisque c'est JP Morgan qui, d'abord, l'année dernière était en même temps que le CES, et maintenant qui est après. Et c'est là où la santé encore se décide. Fred, pour terminer, quelques secondes. Moi, j'ai juste lancé mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur annuel. C'est le stand de John Deere. Voilà, c'est le tracteur. Le tracteur de Fred. Allez voir, là cette année, ils ont fait une moissonneuse-batteuse, mais incroyable. Alors, c'est un cockpit d'avion et tout ça. À l'île de Ré, t'as pas besoin de moissonneuse-batteuse. Voilà, mais 50 mètres de diamètre, c'est ça. Non, mais vraiment, voilà, c'était mon coup de cœur. S'il y a un endroit où j'aime aller sur ce salon, il coûte combien ton tracteur? Ah là, il coûte beaucoup de plus, c'est non dire. C'est gigantesque. Ah non, c'est gigantesque. C'est monstrueux. Je crois que c'était 40 ou 50 mètres le diamètre. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Messieurs, c'était top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À l'année prochaine ou pas? Mais évidemment. Vous revenez ? Évidemment. Et tu piloteras les petits robots via Kyber ici. Des drones. Des drones. Des drones volants. Allez, d'accord. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Quinf. Merci à Thomas Serval. Mathieu Soulet. Merci à toi. Et Fred Simotel qu'on retrouve bien évidemment dans Tech & Co Business réalisé ici. Vous restez avec nous, on a encore une demi-heure de Tech & Co la quotidienne. Ce sera la dernière depuis cette édition du CES avec une petite moisson de start-up qu'on a sélectionné pour vous. À tout de suite. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, dernière demi-heure de Tech & Co la quotidienne ici au CES de Las Vegas, cette édition 2026 qui se termine avec une petite sélection de startups qu'on a détectées pour vous, qu'on a repérées pour vous. Et on va commencer par l'une des stars de la French Tech, en tout cas des startups françaises qui font le buzz ici. Il s'agit de Allergen Alert. Et Bénédicte Astier est avec nous. Bonsoir Bénédicte. Et bonsoir. Vous êtes la fondatrice et PDG d'Allergen Alert et vous avez fait sensation ici, notamment au CES Unveiled, qui est le pré-CES, où beaucoup de startups présentent leurs nouveautés. C'est ce boîtier que vous allez nous présenter ici et qui est un détecteur d'allergènes alimentaires. C'est ça ? Exactement. Donc c'est un mini laboratoire finalement portable. Qu'on a développé. Donc, vous pouvez prendre ça avec vous quand vous partez en voyage, quand vous allez au restaurant. L'objectif étant de tester les allergènes et le gluten dans votre nourriture pour sécuriser les repas et éviter que les personnes allergiques finissent à l'hôpital. On a l'exemple de ma fille qui est derrière, comme je vous disais. Et c'est elle qui vous a inspiré, en fait, cette aventure entrepreneuriale ? Alors, ça a été effectivement la raison du projet et de la start-up. Malheureusement, après un repas au lycée, elle a fini en réanimation à Lyon. Waouh. Et moi, ça faisait 20 ans que j'étais chez... Bon, ça va, elle s'en est remise, elle est là. Elle va mieux, hein, ça va. Elle est souriante. Elle est allergique à quoi ? Elle est allergique au lait. Ah oui. Qui est diffus, donc c'est très compliqué d'éviter le lait quand vous allez au resto, sûr, à la cantine. Partout des protéines de lait. Catastrophe. Donc là, vous avez une donnée qualitative qui vous dit vraiment positif, négatif, et ça sécurise les repas. C'est une techno qu'on a sortie de Biomérieux, où je travaillais avant. Vous travailliez avant. Donc vous avez fait quoi ? Vous avez fait une spin-off de Biomérieux ? Tout à fait. C'est ça ? C'est une spin-off, absolument. Il y a un programme d'entrepreneuriat chez Biomérieux où j'ai pu développer, détourner une techno de l'entreprise. Et on a déjà une ligne de production qui est transférée, donc des assets industriels assez importants. Et ça permet d'avoir la technologie de labo de pointe, mais la mettre à dispo du grand public en fait. Comment ça marche ? Dites-moi alors. Alors c'est assez simple, on a voulu simplifier et automatiser tout ce qu'on fait en labo d'analyse. Toutes les étapes qu'on fait habituellement. Vous allez prendre une cuillère, vous allez prélever dans l'assiette, vous mettez dans une poche qui a usage unique et qui va détecter les allergènes. Donc vous appuyez sur on et c'est détecté, non détecté en 2 minutes. Donc 2 minutes après, je sais par exemple pour votre fille si le plat que je suis en train de manger contient des protéines de lait. Exactement. Avec une fiabilité ? C'est comme les laboratoires d'analyse. On est comparable à un labo d'analyse parce qu'en fait, on miniaturise leur technologie. Donc, c'est hyper intéressant et sécurisant pour eux. Et ça marche comment, ça, à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est des réactions chimiques ? Ouais, c'est de la biologie, c'est de la détection de protéines. Il y a des extractions, il y a de la dilution, il y a de la détection. On a une petite caméra dans le device. Et la poche à usage unique, qui est une poche brevetée, qui sert à Biomérieux à faire du diagnostic in vitro, techno de pointe. Et nous, on la détourne pour détecter
des choses dans les aliments, dont les protéines. Parce qu'aujourd'hui, il y a 250 millions de personnes qui ont des allergies alimentaires aujourd'hui Hélas, dans le ouais. monde. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un business. Oui, On est exactement. d'accord, on est Et ça d'accord. augmente, ça augmente. Et ça augmente, Ouais. bien évidemment. L'idée, c'est quoi? C'est que demain, je suis allergique, j'ai mon petit boîtier avec moi tout le temps, je vais au resto, je vais chez des amis, parce que parfois les allergies peuvent être dramatiques. Ouais. On peut faire des chocs Exactement. et parfois en mourir. Ouais, exactement. Donc, prendre un petit peu de nourriture et tester. C'est ça l'idée? C'est ça, 250 millions de personnes, vous le disiez. Il y a des publications qui disent en 2050, 50% de la population alimentaire, médicamenteuse ou respiratoire. Et donc là, on sécurise vraiment les repas. Donc on a un cas d'usage avec les personnes allergiques et cœliaques parce qu'on a le gluten. Donc vous partez en voyage au resto chez des amis, même bien intentionnés, il y a eu des erreurs nous dans la famille parce que c'est Ouais, des bien erreurs sûr, humaines. bien sûr. Les contaminations croisées aussi, c'est très compliqué au resto de les éviter. Et on a un deuxième cas d'usage avec le monde de la restauration avec qui on travaille déjà. Donc par exemple à Lyon, on a Bocuse avec ses gastronomies avec qui on travaille. D'accord. Et on a des chefs étoilés sur Paris, la restauration collective, qui ont un enjeu d'assurer la sécurité alimentaire. Et comme ça, c'est simple d'utilisation. Ils peuvent, n'importe où sur la ligne de production ou alors quand ils préparent, vérifier qu'il n'y ait pas d'allergènes. Quel type d'allergène ce boîtier peut-il détecter? Aujourd'hui, on a le lait et le gluten. Et l'ambition, c'est de développer le top 9 des allergènes, hein, donc cacahuètes, fruits à coque, soja, poisson, œufs. Et c'est possible, en fait. En fait, ça existe déjà, mais pour des professionnels, est assez compliqué. D'accord. Et là, on miniaturise en fait une techno et on l'a améliorée avec du savoir-faire et une sauce secrète dont je ne peux pas vous parler, mais Alors, ça marche déjà. On en parlait tout à l'heure quand Ouais. on préparait cette interview. Ce CES est pour vous un succès Incroyable. de dingue. C'est incroyable. Ouais. Comment C'est ça notre se passe en premier fait? Vous avez, CES. il y a quoi qui vient vous voir en fait? Des potentiels clients qui seraient intéressés parce qu'ils sont allergiques. Vous avez des partenaires Ouais. qui vient vous voir en fait? Alors, comme vous disiez, l'Unveil de dimanche, on a eu une grosse couverture médiatique sur plus de 100 médias au niveau international. Ouais. Europe, UK, Asie, Amérique latine, US, Canada. Et donc ça a engendré pas mal de leads, de potentiels business ici. On a des gros industriels américains qui sont venus nous voir, aussi d'autres restaurants. Et on a déjà des centaines de patients qui nous ont écrit et qui demandent en pré-vente le device. Donc au niveau business, c'est incroyable. Bon, 2026, il va avoir du travail. Ouais, c'est bien parti. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, quel est vous avez déjà un agenda? Oui, on a déjà une roadmap qui est bien verrouillée. Donc on finit en fait la partie validation des performances. On lance des préventes fin 2026 sur le gluten et sur le lait. Et comme on se disait, on récupère une ligne de production de Biomérieux. Donc on a un outil industriel qu'on installe sur la région lyonnaise D'accord. avec création d'emplois sur la région. Donc l'idée c'est que n'importe qui pourra aller en pharmacie acheter ce produit. Est-ce qu'il faut une validation Ouais. des autorités médicales? Alors pas des autorités médicales parce que vous ne testez pas un échantillon humain. Donc on n'est pas Ah oui, d'accord, diagnostic in vitro Oui, medical oui. device. Donc c'est peut-être On plus facile. teste de la nourriture. Oui. Il n'y a pas la barrière à l'entrée réglementaire. Par contre, on va chercher des validations biologiques externes pour avoir des validations en fait, qui sont en dehors de nous. Voilà. Voilà, Tout à fait. l'objectif fin 2026, que vous puissiez commencer à commercialiser ce boîtier. Est-ce qu'on peut le miniaturiser, à votre avis? Parce que là, il est On un peu continue. gros. Ouais, alors on continue. On a eu 3 versions. Là, c'est la dernière. Ouais. Et on va arriver à la taille de 2 iPhones. Donc c'est l'objectif. Mais pour des patients qui risquent la réanimation, Ouais, ils sont tous évidemment. ravis d'avoir ça dans le sac. Évidemment. Et la restauration, pareil, également. Bénédicte, merci beaucoup et bravo donc pour ce produit. Merci de votre Allergène invitation. Alerte. Vous en êtes la fondatrice et PDG. Et on salue votre fille qui vous a inspiré. Ouais, qui va mieux, qui est là-bas. C'est toujours ces histoires humaines qui sont fascinantes en fait. C'est génial, On sait pourquoi on le fait et ça résonne. C'est un problème personnel qui devient Bien en fait sûr. une cause universelle. évidemment. Donc on est extrêmement motivé pour amener ça sur le marché et améliorer la sécurité alimentaire pour ces patients. Merci beaucoup. Ouais, merci. Tech Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Autre trouvaille de ce CES 2026, il s'agit de Reconcept et nous avons son CEO qui est avec nous sur le plateau de Tech Co ici au CES de Las Vegas. Richard Franqueno, bonsoir Richard Franck. Bonsoir monsieur, merci de m'accueillir. Monsieur, appelez-moi François, on est Merci, entre nous. François. Bien sûr, vous savez que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Il paraît. Pareil. Alors présentez-nous cette capsule qui fait le buzz ici. Hein. Beaucoup de gens passent devant, peuvent la tester.
Expliquez-nous ce que vous présentez ici. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de succès avec notre capsule de régénération physiologique. Beaucoup de monde l'ont essayé. On a eu de la chance d'avoir des gens du monde entier dans cette capsule. Cette capsule qui va marcher avec 3 technos pour transformer son cerveau en notre premier médicament. Alors les technos à l'intérieur, la première techno, c'est la position zéro gravité. Nous avons travaillé avec les plans de la NASA, puisque c'est la NASA qui travaille sur cette position depuis 2006. Et grâce à cette position, nous avons des bénéfices naturels au niveau de nos organes, que ce soit en cardio, en gastrique. Alors attendez. Parce qu'on est en train de regarder à la télé à quoi ça ressemble. Oui. Donc c'est une espèce de capsule, effectivement, qui porte bien son nom, dans laquelle on rentre, on s'allonge, vous fermez la porte, là, et à partir de ce moment-là, vous parliez de zéro gravité. Alors, ça veut dire que quoi, on flotte ? Alors, on ne flotte pas, c'est le nom de la position précise. C'est-à-dire que nous allons basculer pour avoir une position allongée avec des angles qui sont respectés au niveau des hanches, du bassin, des genoux. Et on a zéro gravité, ça veut dire que notre corps est à la même pression. Il n'y a plus de différence de pression entre les pieds et la tête. Ce qui fait que organiquement, notre cardio n'a plus besoin de toute son énergie nécessaire. Le gastrique va être modifié. Dedans, on a des massages qui sont basés sur les trigger points pour modifier la structure au niveau du dos. Et grâce à tous ces événements physiologiques, eh bien, le cerveau va se mettre dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Il va être en attente. Et nous allons mettre des fréquences, et c'est le nerf de la guerre pour nous, mettre des fréquences qui vont par exemple harmoniser les ondes cérébrales. Alors on sait très bien par études scientifiques, si on harmonise les ondes cérébrales alpha ou alpha bas, on va produire de l'ocytocine, de la dopamine, les hormones du bonheur avec les sérotonines. Donc on arrive à enlever des états de stress, à baisser les taux de cortisol. Voilà. En plus, nous avons des programmes en neurosciences pour que les gens puissent conscientiser ce qui se passe, comment comprendre ce qui se passe. On va essayer en fait d'unifier la science et la conscience. Mais l'idée, c'est quoi derrière cette capsule ? C'est d'avoir une capsule de bien-être dont on ressort ragaillardi, régénéré. C'est quoi l'objectif en fait ? L'objectif, c'est vraiment qui devrait rentrer dans cette capsule ? Parce que je suis fatigué, parce que je suis stressé. Voilà, non, mais en priorité, en fait. En priorité, ça va être les gens qui ont besoin de reprendre confiance en eux, qui ont besoin de travailler sur le stress. Mais on va pouvoir travailler d'autres éléments. Mais le problème, c'est que malgré que nous employons 3 technos qui sont dans dispositifs médicaux, on n'a pas encore, nous, la validation sur l'assemblage des trois technologies. Donc, on y travaille. J'espère qu'on va y arriver dans un temps. Parce que si vous arrivez à avoir cette validation, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Alors, si ça veut dire que ce produit est validé scientifiquement. Voilà. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on passe, je ne sais pas moi, quelques minutes à l'intérieur, on va se sentir mieux de manière, comment dirais-je, certifiée, quoi. C'est ça ? Voilà, en fait, un certain temps. Alors déjà, c'est 30 minutes. On est obligé de faire des séances de 30 minutes. 21 minutes obligatoires parce qu'on a ce qu'on appelle le bouclage cérébral. Donc, c'est 21 minutes minimum. Mais si on est claustrophobe, comment on fait ? Généralement, les gens... Parce qu'on est d'accord qu'on se retrouve dans un petit élément enfermé. On se retrouve dans un cocon en protection. Mais généralement, les gens qui me disent « je suis claustro », on laisse la porte ouverte de l'autre côté, parce qu'on peut ouvrir les 2 portes. Et on peut faire ça ? Ouais, et les gens, au bout d'un moment, me disent vous pouvez fermer l'autre parce que ça va bien, en fait. Il y a un espace, il y a de la lumière. C'est assez c'est reposant, donc les gens se sentent bien. Alors, vous êtes chercheur en neurosciences appliquées. Comment vous est venue l'idée de cette capsule ? Alors, en fait, ça a été un cheminement parce que c'est pas ma formation de base. De base, j'étais dans la thérapie. Je suis en génie électrique et dans le son également. Et je me suis aperçu qu'avec l'électricité du corps, le son et la thérapie, on pouvait avancer vraiment dans la santé. Ouais. Alors, j'ai repris des cours à l'époque, mais il y a 15 ans, c'était de la médecine quantique qui n'a rien à voir maintenant avec ce qui se passe en quantique, de la thérapie fréquentielle. Et je me suis aperçu qu'on pouvait faire un pod avec lequel on pouvait mettre une techno pour se sentir bien. Et comme je n'avais aucune validation, j'ai repris des cours en neurosciences avec Mario Beauregard au Canada
Yann Rougier en France. Et puis la neuroplasticité, quand j'ai étudié la neuroplasticité, je me suis aperçu qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Okay. Et c'est grâce à cela où on est arrivé aujourd'hui. L'idée, c'est après d'installer ces capsules où Alors, dans des cabinets médicaux, dans des zones publiques. Qu'est-ce que vous imaginez Alors, je vais loin parce que vous en êtes au tout début, mais il faut déjà imaginer où est-ce qu'on pourrait retrouver ces endroits, ces devices en fait. Alors on a une capsule qui est dans un centre de prévention de santé à Lyon qui est en train de fonctionner. À l'Alpe d'Huez également, là où nous sommes, j'ai un petit coin au Palais des Sports. Merci la mairie qui m'autorise à mettre une capsule. Là on va rentrer dans l'armée. On a cette chance. D'accord. Donc on va rentrer dans un centre pour aider les gens qui reviennent en post-trauma. Et aussi, on est en train d'avoir des discussions pour mettre des capsules en déploiement. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon vent, bonne chance. Ce CES a été impressionnant pour vous. Enfin, ça vous ouvre des portes que vous n'imaginiez pas. Très, très impressionnant, avec des contacts dans le monde entier, des aéroports, des centres de bien-être. C'est vrai que dans les aéroports, dans les gares aussi, ça peut avoir du sens. Voilà, le Canada aussi est intéressé pour des cliniques de prévention de santé. Merci. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. On souhaite donc bonne chance à Reconcept. Richard Franqueno, merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Merci. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Allez, maintenant, on va parler d'e-santé avec le CEA Leti. Et Vincent De Stéphanie, c'est avec nous. Bonsoir Vincent. Merci pour votre invitation. Vous êtes le responsable des partenariats au CEA Leti, le CEA qui est donc à Grenoble, qu'on connaît bien. On l'avait fait avec beaucoup de plaisir il y a quasiment 2 ans de cela, une émission à Grenoble au CEA. Vous faites plein de recherches dans plein de domaines. Et il y en a un que vous présentez ici au CES. Ouais. C'est une mesure en fait de glycémie non invasive. Mais peut-être un mot sur le CEA Leti et votre présence ici. Exactement, le CEA Leti, on est un organisme de recherche qui existe depuis les années 60 et on développe des technologies de pointe en microélectronique, en photonique, en software, en cybersécurité. Oui. On est vraiment parmi les organismes de recherche technologique européens les plus à la pointe pour développer des solutions les plus innovantes pour nos partenaires et pousser ces solutions vers l'industrie, vers les marchés, pour les nouvelles générations de produits de nos partenaires. Ouais. Donc là, vous, en fait, votre objectif, c'est de créer des nouveautés, en tout cas des innovations. Exactement. Et après, vous ne les industrialisez pas, ces innovations. Vous cherchez les partenaires pour pouvoir les scaler, comme on dit. Alors c'est ça, on part de l'expression de besoins de nos partenaires, de concepts nouveaux, de concepts amont. On développe des prototypes, on évalue leurs performances et on pousse ces solutions vers l'industrie. On accompagne le transfert industriel de ces nouvelles technologies pour les produits de demain de nos différents partenaires français, européens et internationaux. Donc là, vous vous attaquez à la mesure de la glycémie, qui est quelque chose de capital. Combien de personnes aujourd'hui mesurent leur glycémie dans le monde? On a une idée? Là, le marché des personnes, si on parle seulement des personnes donc là, c'est diabétiques, du diabète, c'est des centaines de millions de personnes aujourd'hui. Okay. Et évidemment, cette maladie-là augmente dans les années à venir. On va vers 800 millions de personnes à l'horizon de 15 ans. Donc c'est quoi? C'est 10% de la population? C'est exactement ça. Donc, il y a un très très fort besoin de solutions qui soient non invasives, très performantes, durables. Et qui permettent aussi d'alléger finalement pour ces personnes-là leur vie quotidienne en évitant de se piquer le doigt. Parce que c'est ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, mesurer sa glycémie, qui est quelque chose d'indispensable pour des gens qui sont diabétiques. C'est ça. Pour savoir à quel moment ils doivent manger, ce qu'ils doivent manger, etc. C'est de se piquer le doigt, récupérer une goutte de sang. C'est ça. Ou alors on utilise des patchs avec des micro-aiguilles, mais ce sont des solutions qui sont très peu durables. On doit les changer tous les 10 jours. Donc c'est vraiment assez contraignant. Et là, vous cassez le truc comment en fait? Alors là, on casse le truc, on utilise des photons, on utilise de la lumière pour venir faire vibrer les molécules de glucose dans la peau. Et finalement, cette vibration, elle crée un son. On vient écouter le chant des molécules. C'est assez romantique, mais cette nouvelle technologie-là, elle est basée sur ce principe-là. Et en écoutant le chant des molécules, exactement, on se rend compte où est le taux de glycémie, c'est ça? On le mesure en direct et on le mesure de manière fiable. En temps réel. Donc c'est vraiment un game changer pour les futures générations de produits de nos partenaires. Mais alors, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un capteur que vous avez mis au point avec un algorithme derrière? Alors c'est un capteur qui embarque des lasers moyen infrarouge qui viennent faire vibrer les molécules spécifiquement. Il y a aussi une cavité faite en silicium
un circuit électronique, et puis il y a un software, un algo, qui vient prédire le glucose à partir de cette mesure, de ce son. On a de l'intelligence artificielle, on a un jumeau numérique là-dedans qui permet de prédire le glucose de manière fiable. Mais alors, vous l'imaginez comment ce capteur? C'est un bracelet? Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait positionner où en fait? Aujourd'hui, c'est un gros prototype qu'on a développé pour une évaluation clinique. Demain, c'est peut-être un capteur miniature qui va aller dans une montre, qui va aller dans un bracelet, qui peut aller dans des écouteurs. Voilà, on va aller vers vraiment une intégration dans des produits de demain pour nos partenaires industriels. Et ça va intéresser forcément les géants de la tech américains. Je pense à Apple, je pense à Samsung. Alors, il y a même en France, on a la chance d'avoir WeSings. Alors, on a cet écosystème de partenaires français. Il y a WeSings, on a aussi Mirsense qui est notre partenaire industriel pour fabriquer les lasers. Et évidemment, c'est des perspectives de produits auprès des plus grands qu'on en trouvera. Ouais. Mais là, vous en êtes où en fait? Le concept fonctionne, d'accord? L'appareil fonctionne, vous avez déjà un prototype de capteur? Alors, on a un prototype qu'on a évalué à travers un essai clinique de faisabilité. Ouais. Et là, on va aller plus loin, on va miniaturiser la solution et avoir un essai clinique de plus grande ampleur pour valider cliniquement cette technologie d'ici 3 à 4 ans. Ouais. C'est-à-dire que dans quelques années, on pourrait imaginer une montre qui ferait plein de choses, mais qui aurait en plus cette fonctionnalité. C'est exactement la vision qu'on a, ouais. Mais est-ce qu'il faudrait rajouter un capteur ou est-ce que les capteurs qui sont déjà dans les montres pourraient, grâce à vos algorithmes, détecter la glycémie? Alors, on rajoute un capteur et on s'appuie aussi sur les capteurs qui sont déjà existants pour avoir une mesure qui est fiable, qui est robuste et qui permet d'avoir le glucose en temps réel pour ces produits de demain. Là, l'objectif, c'est d'avoir la certification médicale. C'est ça, la prochaine étape? Ouais, exactement. Et vous en êtes où là? Donc là, on a passé un essai clinique de faisabilité avec l'Institut hospitalier de Grenoble. Et on veut aller plus loin on recherche des partenaires pour aller plus loin dans cette validation, on va dire, de plus grande ampleur. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà vous avez communiqué sur cette innovation avant le CES? Est-ce que vous avez ici, par exemple, des industriels ou des partenaires qui se sont manifestés? Alors, on a plein d'expressions d'intérêt, effectivement, d'acteurs industriels, d'acteurs du monde de la tech, d'acteurs du monde de la medtech. Donc on a vraiment, le CES c'est extraordinaire pour ça, on a vraiment ici c'est l'innovation à tous les stands, donc on a vraiment ces expressions d'intérêt. Et quel type d'acteurs de la tech viennent vous voir? Eh ben, on a des plus gros de la tech, on a des acteurs, les plus grands groupes internationaux. D'accord. Et ceux qui fabriquent des montres. Qui manifestent leur intérêt. Ouais. D'accord. C'est incroyable. Ah bah, mais c'est génial. On est venu pour ça. Non mais c'est génial. Ouais. À votre avis, 4-5 ans, c'est ça, pour que ça arrive 3-4 ans l'horizon, ouais. Et dans 3-4 ans, on pourrait avoir cette fonctionnalité implémentée sur les montres? Ouais. On peut imaginer que ce soit aussi dans ce que vous disiez dans les écouteurs ou On peut imaginer que ce soit dans les écouteurs, on peut imaginer que ce soit pas uniquement le glucose, mais aussi d'autres biomarqueurs, signature de stress, signature de bien-être, signature de santé, de la pratique du sport qu'on veut aller chercher. Ouais. Eh bien voilà, encore une innovation française dont on peut être fier, ça s'appelle Physiolas. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Vincent Destéfanis, vous êtes responsable des partenariats au CEA Leti. Merci à vous. Et Tech & Co n'est pas encore terminé, encore une start-up à vous faire découvrir tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne depuis le CES de Las Vegas, on va parler d'hygiène dentaire. Intéressant et important. Benjamin Cohen est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonjour, bonsoir. Vous êtes le cofondateur de YBrush et vous présentez ici au CES. Alors, un appareil qui lave les dents mais qui va beaucoup plus loin. Vous allez tout nous expliquer. Alors, il est sur le plateau de Tech & Co. C'est une espèce de, de goulotte, c'est ça, qu'on met dans la bouche? C'est une espèce de protège-dents. Protège-dents. Qui est extrêmement souple. Une taille pour tout le monde, pour les adultes, qui est tapissé de 35 000 petits poils en nylon, c'est les mêmes poils qu'on a sur les brosses à dents, et qui va être capable de brosser toutes les faces de toutes les dents simultanément, au lieu de les brosser une par une comme on le fait avec une brosse à dents traditionnelle. C'est-à-dire qu'on rentre le système dans la bouche, exactement. On appuie sur un bouton, exactement. Et là on a une espèce de lavo-jet. Non, il n'y a pas d'eau, il y a des vibrations qu'on appelle des vibrations soniques, c'est des vibrations très 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 rapides. Il suffit en fait quand c'est dans la bouche de mâchouiller, un peu comme un chewing-gum, et de tourner de droite à gauche. Ça va permettre de
brosser les dents, les gencives, très important, et les dents du fond, puisqu'on a tous une profondeur différente. On peut avoir des dents de sagesse, on peut avoir des molaires, plus de molaires, etc. Et ça s'adapte à n'importe quelle mâchoire et à n'importe quelle dentition. Exactement. Pour les adultes, pour les enfants, on a une taille qui est différente, un petit peu plus petite, mais la flexibilité permet vraiment de s'adapter à toutes les formes et les tailles de mâchoire. Exactement. Mais l'idée, c'est qu'il faut rajouter du dentifrice ou pas? Exactement, il faut rajouter du dentifrice. On fait en fait exactement comme avec sa brosse à dents traditionnelle. On mouille, on met de l'eau, on met du dentifrice, donc soit 3 points ici, soit on fournit aussi une espèce de petit cône qui permet de mettre un filet de dentifrice au fond. Donc c'est vraiment très très facile. On se brosse les dents comme je l'ai expliqué. Et ensuite à la fin on fait la même chose qu'avec une brosse à dents traditionnelle. On passe sous l'eau, on passe le doigt dedans pour nettoyer éventuellement. Et c'est tout. Et après ça sèche et on peut s'en resservir. Exactement. Il faut faire ça combien de fois par jour? Parce qu'il y a toujours ce dilemme. Oui, il faut se brosser les dents après chaque repas, etc. On voit que tout le monde n'est pas d'accord concernant cette routine d'hygiène. Vous, votre système, vous préconisez quoi? Alors nous, c'est vraiment comme une brosse à dents traditionnelle. Donc en théorie, il faudrait se brosser les dents 3 fois par jour, au moins après chaque repas. Quand on regarde la réalité, par exemple en France, déjà si on se brosse les dents matin et soir, c'est déjà bien. Ouais. La durée moyenne d'un brossage en France, c'est 50 secondes. Donc on est très très loin des 2 minutes. Donc les dentistes préconisent en effet 2 minutes quand on se brosse de manière traditionnelle, c'est-à-dire chaque face une par une. Oui, bien sûr, mais on n'a pas le temps, on ne le fait pas. On n'a pas le temps, voilà. Mais même si on fait 2 minutes, quand on fait le calcul, sur chaque face, c'est 1 seconde à peu près passée. Avec notre système, avec YBrush, en 10 secondes, en fait sur 10 secondes, on vient passer 10 secondes sur chaque face. Donc en fait, en moins de temps, on fait beaucoup mieux que la brosse à dents traditionnelle. Et c'est ce qu'on d'ailleurs on démontre sur nos études cliniques, qu'on est meilleur qu'un brossage qui est standard. Alors, si c'était que ça, on ne vous aurait pas reçu sur le plateau Tech & Co parce que, évidemment, c'est un peu tech, mais pas beaucoup. Où vous allez plus loin, c'est que vous analysez en fait la laine avec ce produit-là. Exactement. Comment vous faites et pourquoi faire? Alors, premièrement, comment on fait? C'est très simple. On a ici, à cet endroit-là, une espèce de petite grille. C'est un nez électronique. Bon, ça, c'est des technologies qui existent, qui ne sont pas encore miniaturisées, mais qui existent. Ce nez électronique va en fait capter la laine. Quand on se brosse les dents, on respire, même en 20 secondes, on respire. Vaut mieux. Il vaut mieux. Donc la laine arrive dedans. La laine qui provient soit de la bouche, soit du nez. La laine arrive dedans et le nez électronique va détecter ce qu'on appelle les composés organiques volatiles. C'est des sortes de molécules organiques, pour simplifier, et leur concentration. Et ensuite, on a une puce IA qui est à l'intérieur, qui a été entraînée et qui va être capable de donner une espèce de signature chimique, un schéma chimique, grâce auquel on va être capable de dire là, il y a des signes précoces de diabète, de troubles du foie, troubles hépatiques, de troubles au niveau de la thyroïde, évidemment de maladies de la bouche, donc par exemple des parodontites. Tout ça juste grâce aux composés organiques volatiles. C'est dingue comme la laine est révélateur en fait de notre état de santé en fait. On s'en rend pas compte. Et en plus, ça n'a rien à voir avec la mauvaise haleine. Parce que, en fait, la mauvaise haleine, il y a plein de gens qui en ont, mais ils peuvent être en bonne santé. Exactement. Mais en fait, c'est fou. D'ailleurs, j'avais même lu un truc, je crois qu'il y avait même des chiens Exactement, c'est ce que j'allais dire. Sentir en fait la laine et détecter des pathologies. Oui, notamment des cancers. C'est la première étude qui m'a marqué là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années. Ouais, c'est clair. Exactement. C'est exactement le même. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement le même principe, mais en tout cas, nous, ce qu'on détecte, c'est une classe de molécules qui s'appelle les composés organiques volatiles, qui sont capables, grâce à ça, on est capable de détecter jusqu'à 300 types de maladies différentes. Donc c'est vraiment pas que la bouche. Et pareil, la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, par exemple, c'est pas juste qu'on se brosse pas les dents. Souvent, ça vient de l'estomac. Oui, bien sûr. Voilà. Après, ça peut être des caries, ça peut être aussi une mauvaise hygiène dentaire. Mais Exactement. Et là, vous en êtes où alors? Parce que ce produit existe, même la partie nez électronique, en fait. Alors, sur le brossage, juste si on parle du brossage, ça existe et on a mis ça sur le marché il y a quelques années. Oui. La partie nez électronique, elle est encore en développement de notre côté. D'accord. Si on parle juste du nez électronique, la technologie, de manière très simplifiée, elle existe. Elle est juste pas miniaturisée, il faut l'adapter, etc. Ensuite, il faut entraîner les... Pourquoi c'est plus gros que ça aujourd'hui? Oui, c'est plus gros. Là, vraiment, il faut imaginer que déjà qu'à l'intérieur, vu que ça vibre, c'est une brosse électrique, il y a un moteur, une batterie, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc là, c'est encore en développement, ça sortira en 2027. Donc et donc, pas pour tout de suite. Vous imaginez pouvoir miniaturiser tout ça, avoir le capteur qui va analyser la laine et toute l'IA qui est à l'intérieur. Exactement, exactement. Donc ça, c'est sur la partie technologique. Mais après, si on parle d'usage, et là, c'est là où ça devient très intéressant. Souvent, et surtout en France, on n'est pas très bon dans la prévention. Donc souvent, on attend d'avoir des symptômes, on va chez le médecin.
il faut faire des examens, il y a beaucoup de temps à attendre. Là, dans ce cas-là, c'est très différent parce que tout le monde se brosse les dents. Même si c'est une fois par jour, même si on devrait le faire 2 fois par jour. Et donc, il suffit de le faire et passivement, ça analyse, ça diagnostique grâce à l'haleine s'il y a des signes précoces, c'est ça qui est très intéressant, de ces types de maladies. Donc évidemment, il faut continuer à aller chez le médecin, mais ça permet de détecter plus tôt, d'envoyer les datas sur une app et avec son consentement, ça envoie même directement au médecin ou à son dentiste les informations. Là, vous êtes à l'aube d'une révolution en fait médicale, finalement. Je vous le souhaite. Mais pouvoir analyser simplement en respirant des pathologies naissantes et les prévenir, c'est un miracle quasiment. Et on transforme la brosse à dents, qui est un petit outil en un outil de prévention, un laboratoire sans contrainte. Sans s'en rendre compte en fait. Exactement. C'est génial. Merci. Bravo. On va suivre ça de près. Merci. Benjamin Cohen, cofondateur de YBrush, pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. Voilà, c'était notre dernier chapitre depuis ce grand salon dédié à la tech. Voilà, j'espère que toutes ces émissions vous ont plu. Elles sont toutes disponibles en replay. Alors évidemment, il y a Tech & Co, la quotidienne. Il y a aussi Tech & Co Business. Il y a Multijoueur. Il y a De quoi je mail. Il y a tous les reportages que la rédaction a pu faire. Et je tenais à remercier aussi toute l'équipe qui est, on va dire, caché derrière tout cela. Philippe Vigneault, Jean-David Duhart et bien sûr notre productrice adorée Léa Benaïm, que vous avez pu voir aussi sur BFM Business avec une multitude de reportages. Merci à vous toutes et à vous tous. On sera de retour à Paris dès demain et à très vite et à l'année prochaine pour le CES de Las Vegas. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas.